Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum et on arrive déjà à cette première semaine de reprise pour cette nouvelle saison 2021-2022. Avec aujourd'hui autour de cette table, ils sont 4, Madame Samia Chiki, Tarek Mami, Pierre-Henri, Farid Tamsamani qui seront là pour débattre avec vous et avec nous en direct sur France Maghreb 2. Et nous recevrons tout à l'heure un invité, il s'appelle Rachid Skini, alias Rakid. Il est illustrateur et aussi auteur d'un petit manuel très intéressant, antiraciste pour les enfants, mais pas que, aux éditions Lapin, à découvrir tout à l'heure. Nous irons aussi sur une course, c'est un pari fou que se sont lancés 3 jeunes hommes, faire Paris-Marseille à pied. Ils sont en pleine course là et on prendra des nouvelles de cette course. C'est au départ du Stade de France, direction le Stade Vélodrome. Et on sera donc avec eux tout à l'heure pour nous dire un petit peu le but de cette initiative et surtout de leur parcours, où ils en sont, etc. Tout cela en 11 jours. Ça pourrait faire plaisir à notre ami Pierre-Henri qui pourrait, je pense, très bien le faire. Et puis, bien entendu, on parlera de ce débat qui nous intéresse aujourd'hui. C'est les soignants qui, vous le savez, à partir du 15 septembre, devront se soumettre à leur vaccination obligatoire. Sauf qu'il y a un petit problème, un petit malaise. 300 soignants, et c'est pas moi qui le dis, selon le ministère de la Santé, 300 000 soignants seraient à ce jour non vaccinés, n'ayant reçu aucune injection. Voilà qui pose problème et peut-être quelques fermetures de quelques EHPAD. On sait déjà que le système de santé et qu'il y a un manque cruel de personnel dans le système de santé français. 300 000 en moins, ça risque d'être très compliqué. Du coup, on va se poser la question ensemble de qu'est-ce qu'il faut faire pour contraindre ou surtout convaincre les récalcitrants et peut-être aussi comment pallier à ce manque de personnel. 300 000, c'est pas rien. Et c'est le chiffre effectivement qui émane donc du ministère de la Santé. On y reviendra bien entendu. Avant tout et dans un instant, le quiz et les coups de gueule et coups de cœur nouvelle génération en 1 minute chrono de nos amis chroniqueurs. Dans un instant, on se fait la pub. Comme ça, on est tranquille et on est de retour dans un instant pour les accueillir. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, l'émission de référence tous les jours 16h-18h avec aujourd'hui une belle brochette de chroniqueurs et de débatteurs. On va commencer, galanterie oblige, en plus ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu à notre micro et c'est un plaisir de l'avoir ici avec nous. Samia Chiki, comment ça va Samia ? Bonjour à toutes et à tous. Écoute, bonjour Christophe, ça va très très bien et puis heureuse d'être avec toi et d'être parmi vous. Vous m'avez manqué. Est-ce que Madame Chiki a passé de bonnes vacances ? Excellentes vacances. Pour moi, c'était studieuse. Studieuse, oui, c'est vrai. On a visité pas mal de monuments historiques. Ouais. Sud de la France et puis une partie de la côte espagnole. Ah voilà, Espagne. Tout le monde va aller en Espagne. Quand on peut pas aller au bled, on va en Espagne. C'est ça. C'est ça. Monsieur Pierre-Henri, comment il va, Monsieur Pierre-Henri ? Il va plutôt bien, c'est en forme. Oui, voilà, il a bien marché cet été, lui. Hein. Oui, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de France Maghreb 2. Voilà, et donc c'est parti pour 2 heures, c'est ça et, a priori, oui, si tout va bien. Bon Pierre-Henri, bonnes vacances, ça a été ? Oui. Tu t'es bien reposé, t'as bonne mine. Hein, oui, en montagne. Oui. Ah, c'est bien la montagne aussi. J'ai beaucoup grimpé. Ouais. Voilà. Ouais, Pierre, il grimpe beaucoup. Monsieur Farid Tamsamani, comment il va mon Farid ? Très bien et toi ? Bonjour à tous. C'était bien aussi tes vacances, hein ? Oui. Ouais. Très sympathique. Et c'est fini. Ouais, c'est fini. Voilà. Ouais, je suis... Et nini. Bon, vivement les prochaines. Oui, on va attendre un petit peu, hein. Voilà. Non, le plus tôt possible. Ah ouais ? Bon, écoute, pourquoi pas en décembre, hein ? Ouais, décembre, le problème c'est qu'il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui fermés, donc du coup, il n'arrive pas à faire de réservation. On n'a qu'à tous partir en montagne faire du ski. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je sais pas s'il y a des bons skieurs comme moi, mais voilà. Ouais, La luge, c'est mieux. Non. Le ski, c'est très très bien, c'est magnifique. Ouais, mais ça dépend, et puis on peut faire du ski de fond aussi. Oh, mais là, non, c'est plus chiant, ça, c'est trop sportif pour moi. Il paraît que c'est à la mode depuis la fermeture des remontées. Ouais, c'est ça. J'imagine bien Tarek Mami descendre une piste noire. Comment ça va, Tarek ? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Noir, c'est pas ma couleur préférée. Ah bon ? J'attends qu'il crée la piste verte. Ah bah si, elle existe, hein, c'est la plus petite. Mais moi je rejoins Pierre-Henri, moi c'est plutôt le ski de fond,
Parce que les 10 km qu'on fait en ville toute l'année, on ne va pas s'en priver quand on est à la neige. Et donc, ce qu'ils font, vacances, vous n'avez pas posé la question, je dis non. Décrochage intensif. Parce que je vous ai déjà posé la question lundi, c'est pour ça. Bon, je vous ai déjà vu, c'est pour ça. Oui, excellent. Voilà. Donc, décrochage intensif, oui. Oui, voilà. Bon, c'est parti pour Allez, c'est parti. 2 heures d'actualité qui commence par le quiz. Nouvelle formule. Nouvelle formule, pourquoi ? Parce que c'est un quiz qui mélange un petit peu les questions d'actualité et l'éphéméride. Le quiz. Et d'ailleurs, Tarek Mabi a remporté le premier quiz de la saison, c'était lundi dernier sur France Maghreb 2. Vas-y, j'aime bien gagner le premier match et le dernier match. Entre les deux, les gens oublient. Voilà, bon, on va voir en tout cas ce qu'il en est aujourd'hui. Voici ma première question, Samia, Farid, Pierre et Tarek, condamnés pour viol et torture. Comment s'appelle, est-ce que vous vous souvenez de comment s'appelle le dernier guillotiné en France en 1977 Pullover rouge. Non, C'est Ranucci. Ranucci Non. Oui. Non, c'est pas lui. c'est pas Bolivar Rouge. Buffet, c'est pas lui, c'est pas Buffet Bontemps. Non, c'est longtemps, Buffet. Ouais, mais. C'est un prénom d'origine maghrébine, je vous le dis. Ouais. Mehdi. Tu parles Non. du dernier condamné ou exécuté? Non, le dernier exécuté en 1977. Ah ouais, mais elle est vicieuse ta question. Elle est pas vicieuse du tout, elle est très claire. Haj Google va nous donner la réponse. Un indice, Christophe? Mehdi. Je te dis quoi comme indice, j'en sais Son rien. prénom, moi. les prénoms, c'est quoi? Amida. Ah oui, on connaît. Non. Amida Djamdoubi, ça vous dit rien? Ah oui, Jean Doubi, oui. Voilà. Ça doit être un Tunisien celui-là. Je ne sais pas. Oui, c'est le dernier, en 1977, pareil, tu peux regarder. D'accord. Voilà. Bon, il n'a pas marqué la mémoire française, donc il n'est pas Non, dans le parce récit que- national. Celui du comment il s'appelle, Pullover rouge. du Pullover rouge, qui est malheureusement un vrai scandale Ouais. Oui. judiciaire, non pas pas sur le fond de l'affaire, mais sur la manière dont la décision de justice a été rendue et C'était en 76, ça, l'exécution. l'exécution très rapide en plus l'exécution. Alors la condamnation très rapide puisqu'on a quasi, enfin je sais pas si vous connaissez un peu cette histoire-là. Ouais, Gilles En fait- Perrault, le Oui, Pullover. Voilà. Les jurés avaient rendu cette décision-là et la salle des jurés en fait était donnée sur une rue civile et donc du coup vous aviez des tas de Français à l'époque en bas des Qui criaient à la exactement. fenêtre. Oui. Donc l'influence a été néfaste et en plus il a été exécuté en un temps record. Ouais. En tout cas, c'était Amida Djamdoubi que je cherchais. C'est Leclerc qui était son avocat de mémoire. Aucune idée, je me souviens plus. Très bien. Bon, c'est l'heure des grosses têtes en même temps, hein, tout va bien. Alors, deuxième question, la voici. Quel chanteur français assure avoir définitivement arrêté l'alcool ? Je suis un homme neuf, a-t-il déclaré. Renaud Sarkozy. est une bonne réponse, mais non, arrêtez. Sarkozy il a pas arrêté parce qu'il a jamais bu. Il n'a jamais bu. Et le Si, il a problème, bu une c'est qu'il fois- faut chercher il a bu une qui fois à Moscou. buvait. Non, non, Ce qui est Non, complètement ce qui est faux, cette complètement histoire. faux, vous savez qu'il a jamais bu. Hein. Il a jamais Il bu. avait Ouais. tellement été surpris par Poutine Qu'il avait a la été gueule de choqué. bois. Ah ouais, mais vraiment, mais il buvait pas. Enfin, il Bah, boit c'est pas. notre façon de boire. C'est pas, il n'a pas été surpris par Poutine. Il y a tout un contexte Oui, il y a le de contexte. voyage, Ouais. etc. Et Mais il a Poutine jamais lui- bu lui. Et Non. Poutine lui a dit que si la France faisait la longueur d'un doigt, Oui, là, ça c'est ce que certains racontent. Oui, la bah, Russie fait la, On n'était pas dans le bureau. la taille d'un bras. Pierre-Henri Parks au premier point. Attention, je cherche. Alors, est-ce qu'on dit une écrivaine pour une femme? Oui, Ouais, Voilà. oui, Bon, oui, donc, oui, bon, oui. je cherche une pour écrivaine. respecter Marguerite Yourcenar, oui. Écrivaine, avocate et femme politique française. Elle est née en 1946. Alors, Elle a avocat, été plusieurs fois ministre. c'est de l'écologie. Non, Comment elle elle a été, s'appelle la dernière fois, je crois que c'était ministre des Affaires étrangères sous Sarkozy. Alio Marie. Allez, Marie est une très bonne réponse. Bon Elle est anniversaire. écrivaine madame. Ah oui, elle est écrivaine. Écrivaine, elle a écrit quoi? Bah, elle est écrivaine. Elle a écrit. Moi je la connais dans un autre registre, mais je Ouais, dirai ouais, pas ouais, l'antenne. Ah, là. ouais. Elle a écrit l'histoire de ma vie. Oui, enfin. Par rapport à ce que je racontais tout à l'heure à Ouais. l'avion. Ouais. Elle est écrivaine, avocate et Elle a femme même, politique. elle a même Ouais. essayé d'aider le président Ben Ali. Oui, Faut oui, aider le on président se Ben souvient Ali. très bien. Épouse d'un grand-mère aussi. Oui, oui, oui. Oui, Oui, ça d'un oui. grand-père. Ollier, oui. Donc ça c'est Farid. Donc un point pour Farid, un point pour Pierre-Henri. 46, elle est née en 46. Oui. Mais j'ai- Bon Elle est anniversaire, madame. Elle est bien conservée. Ouais, elle est jeune, oui. Attention. Le botox. C'est toi qui le dis parce que Parce que nous, on peut pas le dire. tu imagines que nous on fasse cette remarque. Ah, bah, elle parle pas de ce qu'il y a dans Oui, la tête, c'est vrai, elle parle ça, de ce qu'il y a à ouais, l'extérieur de Heureusement la que c'est tête. dit par une femme, parce Ouais. que bon, Ouais, parce que là, Oui. chaud. c'est ça. Alors Aujourd'hui, voici, c'est Boy Power, donc c'est ça. donne des Heureusement que tu droits. représentes tout ça. Alors, voici une petite question qui s'appelle le Kikadi. Qui a Ouais. déclaré ceci, pardon. J'accuse Emmanuel Macron. J'accuse le gouvernement et j'accuse En Marche de vouloir me faire taire.
en se servant du CSA. Ouais, Zemmour, écoutez plutôt. Je prends pas le point. Si le CSA veut être cohérent, il faut qu'il comptabilise le temps de parole de tous ces gens. Parce que sinon, moi, j'ai le droit à ma liberté d'expression, qui est garantie par ma carte de presse. 57-111, je tiens à le préciser. Les politiques sont tellement lâches qu'ils se cachent derrière un organisme soi-disant indépendant, qui n'est absolument pas indépendant, et qui est soumis, vous l'avez dit vous-même, à toutes les pressions. Les pressions de qui? De gens d'En Marche. En Marche, c'est qui? C'est le gouvernement. Et le gouvernement, c'est qui? C'est Emmanuel Macron. Vous accusez. Mais bien sûr que j'accuse. Il accuse. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est qu'hier soir, donc, a été attendue sa réaction, évidemment, au lendemain de cette décision prise par le CSA. Bonjour, monsieur Bolloré. Eh bien, sachez que Zemmour a battu son record d'audience, faisant 3 fois plus que BFM TV à l'heure où Zemmour passait. Donc, Record combien? d'audience pour Zemmour. Combien? Je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais en tout cas 3 fois. S'il a fait 3 fois, ça veut dire qu'il a fait un peu Plus moins. 1,5 million. Non, un peu moins. Non, il fait en moyenne 800. 800 000, en moyenne, oui. il fait 700 000. Il fait entre 700 et 800 Oui. 000 en moyenne. BFM fait en gros 400 000 tout le temps. En Donc tout cas, il a fait 3 fois l'audience de BFM hier c'est soir. 1,2 million. de BFM. Ah oui, hier soir, c'était incroyable. Alors, cette histoire Bonjour, est monsieur intéressante. Bolloré, si vous écoutez France Maghreb 2. Mais cette On histoire attend- est intéressante. On Tarek. attend votre réaction, monsieur Bolloré. Ouais, mais non, mais au-delà de Bolloré, Ouais. je pense que pour le coup, vous savez qu'on n'est pas franchement des partisans de Zemmour ici autour de cette table, je pense. Mais pour le coup, je trouve assez hypocrite cette réaction commune de dire qu'il faudrait absolument décompter le temps de parole de Zemmour. À ce moment-là, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. On est là Mais pour qu'est-ce en qui parler empêche ensemble. qu'on donne 1 heure par jour D'abord, à ça- Madame Le Pen Ouais. sur une... Sauf qu'on sur- décompte au non, nom mais de son attendez. parti, pas Non, Madame Le Pen. Non. Pourquoi on ne donnerait pas à Madame Le Pen une émission par jour pendant 6 mois avant la campagne présidentielle et après on se tente, Non, mais on se pose la question. non, est-ce Non, mais qu'on cette décompte décision, pas alors, sur la C'est même pas- décision du CSA, Oui. comment vous la jugez, Non, mais la voilà, justifiez? parce que ce qui est vraiment hypocrite dans cette décision, Moi, je la trouve c'est ça, hypocrite, c'est qu'ils mais bon. disent, en fait, on décompte les propos qui sont politiques et pas les autres. Qui va faire le travail? Monsieur Bolloré pour CNews, Monsieur Drahi pour BFM, et pour le calcul, et je sais comment ça fonctionne, c'est le CSA qui estime, parce qu'ils enregistrent Non, tout. la décision du CSA, elle dit quoi? Non, mais comment le CSA il reçoit les fiches d'écoute de chaque radio? C'est Oui, dans mais- la loi. Attendez. Concernant Zemmour, il dit Oui. quoi le CSA? Il dit les décomptes des paroles politiques. Non, c'est pas ce qu'il dit. Non, qu'est-ce qu'il dit Il dit À partir quand du Zemmour moment. fait une phrase, Oui, en fait, il faut distinguer dans sa phrase oui. ce qui est d'ordre de la campagne électorale Ouais. et ce qui est d'ordre de la liberté d'expression en tant Sachant que qu'il n'a journaliste. toujours pas annoncé qu'il était candidat. mais cher Farid, Impossible. moi j'adore ça. J'enlève le mot Zemmour. Je mets président de la République. Et vous avez exactement la même définition au CSA depuis 20 ans. Dans le discours du président de la République, vous enlevez ce qui est régalien étatique Ouais. et vous gardez ce qui peut être partisan pour son parti. Donc ils ont changé de mot pour un truc. Ok. C'est une vieille tradition française. Qui ne Bon. fonctionne pas en plus. Alors, Oui. Samia, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette décision du CSA? Hypocrite ou pas? Oui, moi je la trouve totalement hypocrite. Déjà, On devrait donner 1 heure par jour à monsieur Zemmour sur France Maghreb 2. Non, mais C'est ça d'abord, pour garder 700 Samia, 000 pourquoi auditeurs. c'est hypocrite? Bah écoute, déjà déterminer que des propos sont politiques ou pas, moi je pense que ça restera quand même de l'ordre du subjectif. Donc le tri, qui va le faire, comme vient de se poser la question. C'est le CSA Ah. qui tranche en définitive par rapport au décompte qu'il reçoit. Oui, mais on sur décompte le, pas une personne en tant que sur telle. le champ, Si. Non, sur ça le n'existe champ pas, Tarek. lexical, comment est-ce qu'en réalité on va déterminer que tel On ou ne tel le décompte propos pas, cher Christophe. est politique? Faut lire. Est-ce qu'on détermine le champ lexical qui est Ouais. utilisé ou est-ce qu'on va déterminer justement les intentions de la phrase? Est-ce Alors, que au CSA, c'est ils ont très des subjectif. spécialistes de ça parce qu'ils ont l'habitude de pratiquer, mais ils ne décomptent pas les paroles politiques de M. Zemmour pour M. Zemmour. Ils décomptent les paroles politiques de M. Zemmour dans le compte de l'opposition parce qu'il y a 3 tiers dans le calcul de CSA. Oui, mais Donc, vous le mettez où? Parce qu'il n'a pas de parti. il est dans l'opposition, toutes les oppositions, parce que la loi... Dans quel parti? L'opposition, En général. en général. mais c'est parce très qu'il y a- vaste. Non, parce que... Sachant que le mec s'est pas La- déclaré encore. Non, mais la loi, je veux dire, quand on parle quelque chose, alors rentrons dans le détail. La loi de CSA fait le décompte en 3 tiers, en gros. Oui, Le tiers, gouvernement, majorité présidentielle. on est d'accord. Le tiers, toute opposition confondue. Oui, Et le tiers, gouvernement. oui. Donc lui, il va être dans toute opposition confondue. Enfin, le gouvernement, alors, il va avec le premier. Hein.
Bah, Alors, il non, compte non, mais- concernant le temps de parole du président de la République, les ministres par exemple, lorsqu'ils s'expriment. Et ils ont l'artière, c'est le gouvernement. Ouais. C'est tout. Alors ne coupons pas le cheveu en 4, déjà que c'est difficile en 3, mais comprenons le mode de fonctionnement d'une administration. Donc, Et finalement- après, on peut la critiquer, on peut la rejeter. Donc en fait, ce que dit Zemmour, c'est-à-dire que c'est une manipulation, on va dire, sans nommer de la personne, mais on va dire du pouvoir en place, il a complètement raison. Il a complètement raison, à une seule condition. Il n'a jamais dénoncé cette position. Ça fait 20 ans qu'il fait des médias pour la répartition des 3 tiers pour les autres. Et quand il est concerné, tout d'un coup, il devient Ah, démocrate. bah, évidemment. Allons-y. Alors, il y a quand même une déclaration intéressante de quelqu'un qui a travaillé au CSA, qui s'appelle Christine Kelly, qui dit que juridiquement, la décision ne tiendra pas. Enfin, la décision du CSA que le CSA a prise Elle est n'est payée- pas tenable par le Là, je vais être méchant. Je juridique. connais Christine, je la tutoie, je la respecte en tant que dame, je la respecte en tant que ancien membre de CSA, je la respecte pas en tant que journaliste, parce que se faire lessiver tous les soirs par quelqu'un qui lui parle des Noirs, des Arabes, machin, elles ne se sont ni noires, ni arabes, ni diversité. Et oui, monsieur Zemmour, on va poser la question, monsieur Zemmour. Aujourd'hui, depuis la rentrée, moi, je regarde pas mais je regarde professionnel de temps en temps quelques phrases. Monsieur Zemmour. En tout cas, dit ça fait quelque 5 minutes qu'on est dessus, Ouais. et je pense Non, que non, ce mais- soir, je vais regarder. Non, mais ça vaudra. Moi- Mais Plus regardez on une parle chose. de lui et plus finalement, Non, en mais fait, on a envie de le regarder. Je peux- Et là, non, mais Ouais, bien sûr, tu vas pouvoir, mon Non, mais Pierre. parce que là, on est dans l'analyse. Regardez, avant, quand il parlait, les deux Pitchim, je sais pas comment, je dis pas, en face, répondaient, ils le reprenaient pas. Et il y avait en gros 3 personnes. Aujourd'hui, quand il dit une phrase, le deuxième intervenant dit phrase, il lui dit non, c'est pas comme ça. Et Madame Kelly regarde. Donc aujourd'hui, l'animateur de cette émission, c'est pas Madame Kelly. Et je lui dis, chère Christine, elle est là, bah parce que 3,6%, j'ai pas encore compris L'émission pourquoi. s'appelle comment, d'ailleurs Hein? L'émission s'appelle... Face à Elle s'appelle l'info. Face à l'info. Face à Je, l'info. je ne sais même pas, je ne regarde Si, si, pas. face à Non, l'info. oui. Alors, Mais Pierre, Oui. alors, Euh, hypocrite ou pas cette décision du CSA? Mais enfin, ça fait maintenant près de 2 ans Oui. que M. Bolloré, à travers la chaîne CNews, soutient une entreprise de haine. Voilà, qui est et avec un Autorisé, hein, autorisé. avec très bien, mais Vous allez peu vous dire importe. ce que vous voulez, c'est un parti comme les autres. Oui, enfin, le parti de Zemmour, pardon, C'est pas lequel, c'est d'ailleurs. une entreprise de haine au quotidien qui divise, qui sépare. Et qui rapporte de l'argent. Et oui, qui rapporte peut-être de l'argent, mais bah oui. du coup, moi, Et j'ai qui, un et qui principe. trouve que Pétain est un grand monsieur parce qu'il a J'ai- sauvé les Juifs de Oui, France. je voudrais juste terminer. Et puis j'ai un principe qui est le suivant, c'est d'une part, je ne regarde pas CNews, je ne regarde pas Monsieur Zemmour, et qui plus est, j'appelle et je rejoins les différentes organisations qui ont demandé à ce que la pub arrête et cesse sur CNews. Et ça marche pas mal. Parce qu'il y a un certain nombre d'annonceurs. Ça a marché qui au ont début, c'est pas Pierre, vrai. arrête, ça a qui marché au ont- début, c'est fini. Si, c'est Non, vrai. c'est pas vrai. Si, Non, non, c'est c'est vrai. sûr que non. Mais bien sûr que si. Bien sûr que non. Ah bah tu peux aller regarder. Ah, mais oui, justement. Je te mets au défi, hein. Ben oui. Les ben, annonceurs je qui vous se ai sont dit. exprimés, Oui. qui se sont retirés, ils se sont retirés combien de temps Ils sortiraient 2 mois. Eh bien, ils Pour se sont- certains d'entre eux. Oui, oui, mais parce Mais- qu'ils se sont aperçus qu'il y avait de l'argent à se perdre, il y a de l'audience. effectivement. le mouvement continue. Oui. Et je pense qu'il Pas faut désolé. faire pression dessus. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Ou alors, vous considérez que tout est égal et que, après tout, parce que j'entendais Tarek, j'espère que vous plaisantiez, Tarek, en disant, mais après tout, donnons la parole à Zemmour. Eh oui, bien sûr qu'il plaisante. À Madame Le Pen. Le Pen. Moi, il y a un mot que j'adore Ouais. dans la science, c'est l'équilibre des Des- contradicteurs ou, comment on Ouais. appelle ça, le fait que tout le monde soit traité de la même manière, à la même période, au même moment. Mais Eh donner à l'un 1 heure parce qu'il n'est pas politique, Ouais. ne pas donner à l'une 1 heure parce qu'elle est politique, s'il y a quelque chose qui s'appelle hypocrisie en France avec Mais un grand H, Zemmour- c'est celle-là. Zemmour est candidat. Non, il il a est pas envoyé. encore. Non, il n'est pas encore. Je suis désolé. Il a envoyé une lettre à l'ensemble des maires de France Oui, ça, c'est vrai. pour le parrainage. Oui, mais à partir de ce moment-là, il a de pour l'argent, obtenir il a le de l'argent parrainage. parce qu'il Et a à envoyé partir de 36 ce 000 lettres. moment-là, il devient candidat. Il a un autre statut que celui qu'il avait auparavant de chroniqueur. Et il me semble tout à fait naturel qu'à partir de ce moment-là, il rentre dans la règle commune qui est imposée Et la aux question candidats. c'était, est-ce que la décision C'est du tout. CSA était hypocrite ou pas Oui. pour vous?
Oh, le CSA, ça fait 2 ans qu'il aurait dû prendre des mesures, qu'il n'en a pas pris. Et ce que je regrette, c'est sa faiblesse. Point. C'est pas une question d'hypocrisie, c'est de faiblesse. Il est indépendant ce CSA ou pas, d'après vous? Parce que lui, il dénonce... mais Vous savez, cher Christophe, Oui. et chers amis, et chers auditrices et auditeurs, en termes sociologiques, moi, il y a une phrase que j'adore. Elle est de Weber, le grand sociologue, allemand. Il appelle tout ça l'autonomie relative. Donc le CSA, comme toutes les institutions, comme dans tous les pays, ils sont dans l'indépendance relative. Il n'y a pas d'indépendance absolue, y compris la Cour C'est suprême. beau ça, indépendance relative, j'aime bien. Oui, J'aime ça bien. c'est Weber, c'est pas moi, ça s'appelle l'autonomie relative. Et même la Cour suprême américaine, qui est vraiment indépendante par rapport au Conseil constitutionnel français et d'autres, elle est dans cette logique de indépendance relative. Bon, alors, en tout cas... Personne n'intervient sur le CSA, et le CSA est une espèce de corps mou qui ne prend jamais véritablement de décision. Je suis assez d'accord. Bon, Bah, alors... il y a des institutions à qui il ne faut pas dire, ils comprennent d'eux-mêmes, ils sont assez intelligents pour aller dans le sens Non, mais il aura pas raison, Pierre, là, pour du le coup. vent. Alors, du coup, je donne le point à qui, là? Parce que c'était un on point se le commun. partage avec Tarek. Donc, alors, ça fait combien, là? Donc, Ça Non, fait- on le donne à Pierre. Su- Comme ça lui fait Mais 2. non, non, Il y pourquoi aura vous un donnez à gagnant, Pierre parce que sinon, Bah, on va parce être que tous j'ai répondu. en équilibre. Bon, alors, du coup, ça nous... Peut-être que Zemmour va cartonner ce soir. Ouais, C'est certain. à quelle instance vais-je avoir recours si tu me spolies? Non, je te spolie là. pas, arrête tes bêtises. Alors, Vous donc tu passez, donnes le point. vous passez sur ce news et vous aurez le point. Bon, en Oui, tout cas, bon. bon, alors, on donne à Jamais. Pierre, alors, ok, très bien. Pierre est en tête, du coup. Oui, bah oui. De ce quiz. Mais attention, autre question. Ce qui est bien avec ce quiz Nouvelle Génération, c'est que ça permet un peu de s'arrêter de temps en temps sur des actualités. Ouais. Et je pense qu'il est important de parler un petit peu, d'avoir votre ressenti sur cette affaire Zemmour, CSA et compagnie. Zemmour, président. Arrêtez. Vous êtes sérieux là? Alerte CSA. Alerte CSA. Attends, moi je vais aller au bout là, attention. Voilà, obligé. Bon, alors, 5e question. Quel ancien candidat à la présidentielle en 2017 notamment a annoncé son retrait de la vie politique? Bah, il faut bien que je marque un Ah bah point oui, dans quand le même. match. Quand même. Quel Benoît c'est quoi Hamon. Hamon. C'est regrettable, mon Farid, que Benoît Hamon décide d'arrêter? Il s'est Il retiré avait de pas la déjà politique. arrêté Non, Là est la question. Non, et là, il s'est mis un peu en pause, mais continue à... Devant le mais micro, là, monsieur c'est Babi. officiellement. Oh, il va peut-être retourner chez Bolloré alors. Non, il a pris Oui, une enfin, asso- j'en connais d'autres. Il a qui pris- ont il a pris une déclaré association. Se retirer de la vie politique. Oui, c'est vrai, française, c'est vrai. Il a pris une association. Non, Valls. moi il y en a un que Oui. j'aimais pas beaucoup, mais qui Oui. a quand même respecté sa. Qui ça Lionel Jospin. C'est Jospin quand même. Exactement. Ouais. Sauf qu'il est revenu un peu au Conseil constitutionnel. C'est pas de la politique, Oui, mais pas tout à fait. Non, mais la politique électorale en tout cas. Ouais, voilà. Oui, Là, on est certes, d'accord. non, pour le Et coup, Benoît il a Hamon, respecté sa parole. il représente pas grand monde, Benoît Hamon. Ah ben, il a beaucoup 6%. représenté un peu, 6% comme 6%. pendant la dernière Et je vous rappelle présidentielle. quand même qu'il est arrivé en tête de la primaire Voilà. socialiste. Hein. Et donc, il a rejoint une association qui s'appelle... Singa World. Et c'est quoi ça vous... C'est une association qui vient en aide aux réfugiés. Alors ça me fait, c'est assez étrange parce qu'il dit j'arrête la politique parce que l'ensemble des fléaux contre lesquels quand je me j'étais battais à 18 ans sont toujours présents et j'ai pas réussi en tant que politique à les faire reculer. Donc je me retire de la politique. Pour faire quoi ? Eh ben, pour faire de la politique dans une ONG sur un sujet éminemment politique et conflictuel, l'immigration. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour le secteur. Voilà. Parce qu'il y a Son pas... épouse aussi se retire du monde économique ou pas, non? Comment Son épouse, non? Ça, on n'est pas rentré dans ce Ils domaine. sont mariés Pareil. sous la séparation des biens, c'est pas notre problème. Bon. Alors, il y en a un qui s'est retiré de la politique sans l'annoncer, que je regrette personnellement, c'est Bolloré. non, l'autre. Comment il s'appelle le plan, monsieur Plan Banlieue. Borloo. Voilà. Ouais. Il s'est retiré de la politique sans jamais l'annoncer. Je crois qu'il avait des soucis de santé, non? Oui. Oui, mais Un peu bon, quand même. Voilà. Donc, Ouais. Et puisque on parle de Borloo, on l'a quand même un peu humilié. Oui. Avec Oui. son plan. Sous le Là- début de l'ère Macron. Oui, on est tous d'accord sur ça. Voilà. Qui est un. Enfin, Jean-Louis Borloo est un grand monsieur. Oui. Un grand monsieur et qu'on salue tout simplement. Ouais, très bien. Tout à fait. Et le président, s'il voulait être correct, entre guillemets, avec lui-même, c'est Borloo qui aurait dû être cité dans le discours de Marseille, parce que plein d'idées sont venues de Borloo, tout le monde... Moi, je suis pas pique. d'accord. Et Je suis pas d'accord parce que Marseille, justement, est l'exemple type de la non-application oui, non, mais de c'est la pour ça. rénovation urbaine Non, de Borloo. On est d'accord.
On Ouais. est d'accord. Bon. Donc, on aurait pu lui rendre hommage parce que lui, il a amené des Ça idées. fait 20 minutes que qu'on est personne sur le n'a suivi. quiz. On va peut-être Ah non, mais avancer un petit peu. là, on est sur Bordeaux, Ouais, pas ouais. sur Zemmour, donc c'est quand même une bonne chose. Alors, autre question. Oui. Le cercueil de Monsieur Jean-Paul Belmondo, Oui. c'est avec l'hommage national hier, À son âme. Aux Invalides. a quitté les Invalides sur quelle musique de quel film? Non, le magnifique, c'était Non. dans, le magnifique, c'était dans la cour. Allez, Quand- Atis, quand écoutez, il- écoutez. Quand il était dans la cour. Elle est pas belle cette musique Oui, quand oui, même. oui, oui. Ah merde, Oui. pardon. Non, magnifique, c'était dans la cour. Je vais mettre Shazam, attends. Un de ses plus grands films. Oui. Oui, bien sûr. Samia, Belmondo. Ouais. Non, mais c'est un truc. Il est policier, il est super policier dans ce film. Merde, faut que ça revienne. C'est ce que je suis en tant qu'animateur radio. Chiant. Non, je vous en prie quand même. Non, mais je parle pas de vous, je parle de Belmondo là. Non, non. Le chiant. Je suis un de la radio. Merveilleux. Non, Las. non. Meilleur, c'est pas ça. Le professionnel, les amis. Ah oui, tout à fait, bien vu. Voilà. tout à fait. Bah oui, quelle musique. Non, mais tout écoutez, à fait, tout à fait. Franchement. Et d'ailleurs, j'ai oublié le nom aussi de celui qui l'a fait, cette musique, mais c'est un très grand musicien français pour tous les films. Ça va me revenir aussi. Mais c'est vrai que ça donne la chair de poule, cette musique, quand on l'entend, c'est grand Alors flic. ça, c'est les grandes musiques qui sont. Alors, je sais pas si elle a été faite, composée spécifiquement. Oui, pour pour le film, oui, oui. D'accord. Oui. En tout Et- cas, voilà, il et a le décès quitté de le Belmondo, cercueil c'est- sous les applaudissements. C'est la fin d'une époque. Ouais. Dernière question, elle est toute facile celle-ci, c'est le Kikadi. Kikadi qui a déclaré cette petite phrase très courte. Monsieur Belmondo, nous l'aimons parce qu'il nous ressemblait. Bah, ou Macron. C'est Macron. ouais. Macron. Nous aimons Eh. Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Voilà, c'est très court. Moi, c'est rapide. J'ai trouvé cette. J'ai trouvé cette phrase de. J'allais dire un gros mot. Mais en fait, complètement Hors démago. Ah ouais. Complètement démago. Parce Bah, il est clair que quand on n'aime pas Macron, toutes les phrases Non, ne peuvent pas. Pas du tout, pas du tout, pas Non. du tout, pas du tout. Mais Mais monsieur il aurait pu- il aurait pu- anti-macroniste. Non, non, mais je constate, j'accuse pas. non, Macron est un homme quand même assez cultivé. Je pense qu'il aurait pu lui rendre hommage. Enfin, cette phrase-là, pour moi, il aurait pu. Non, mais c'est une des phrases. Alors Christophe a choisi cette phrase-là. Ce petit Ouais, jeu, ouais, oui, tout à fait. Ouais. trouver Oh, il y en a même qui le ont pris, critique. il y en a même Mais- qui ont pris la phrase du président Macron à Marseille qui a dit à un gosse, Oui, oui. l'Afghanistan, pourquoi vous connaissez ou qu'est-ce que vous connaissez? Et on a coupé ça. Et on a dit, regardez comment il humilie Oui, un gosse mais de ça, 5 ans, c'est alors que le derrière, il a foutu 7 minutes à expliquer qu'est-ce que c'est que l'Afghanistan. Alors, une phrase extraite de son contexte, comme dit Freud. Et puis, Faites gaffe, vous allez finir par Macron compatible, vous, hein, faites gaffe. Hein. Mais il est déjà. Eh, on accuse CNews de donner la parole, Cher Tariq, de il est faire la déjà promotion Macron du RN, compatible. France Maghreb 2 fait la promotion du macronisme. Moi, j'ai l'avantage de laisser les auditeurs décider si je suis ou pas. Je peux pas le dire moi-même. Bon, alors, eh bien écoutez, je Les sais pas qui a Républicains. gagné, je crois que c'est Pierre, hein, Pierre-Henri. Non, Quoi, non on est Si. 2-2-1. on est à égalité. On est à 2-2-1 en Ouais. donnant les demi-points à mon ami Pierre. Bon, alors, on partage Ah la non, victoire non, Pierre-Henri, non, Tariq non, Mami, ça marche. On est à égalité. Ça marche, non mais c'est parfait, très bien. Alors, je voulais qu'on dise un mot là Bah, pour comme quoi, on dégringole, on gagne, après on passe à égalité, et la fois suivante, on perd. Samia Chiki. Ce qui s'est passé en Afghanistan avec le retour des talibans, il faut qu'on en parle quelques minutes parce que Ouais. c'est quand même été de l'actualité de l'été. Est-ce que ça vise à t'inquiéter, Samia, ou au contraire, finalement, peut-être que c'est plutôt rassurant. Et puis d'abord, les talibans semblent avoir changé. Comme Sarkozy. Alors bon, moi j'étais pas forcément très inquiète au début. J'ai commencé à l'être et ça je t'en avais fait part lorsque j'ai eu des retours justement de réfugiés afghans avec lesquels j'étais en contact ici en France et qui m'appelaient pour me faire le récit. Des témoignages de leur famille là-bas sur place qui étaient paniqués parce que justement eux-mêmes ne savaient pas ce qui les attendait. Donc je suis un peu dans l'incertitude parce que la population elle-même ne sait pas vers quoi l'Afghanistan se dirige avec cette nouvelle arrivée des talibans. Donc ouais, non, je suis mal placée. En tout cas, je sais que les réfugiés et leurs familles sont très inquiètes. Et donc moi, mon inquiétude, elle vient de là. Après, je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. En tout cas, on peut se dire que 20 ans de guerre pour rien, quoi.
Quasiment, oui. 20 ans de guerre pour rien. C'est un peu le constat qu'on peut faire, Farid, non? Non. Non? D'accord, non mais vas-y, explique-toi. Non, mais les Américains, ils y sont allés pourquoi? Parce que les talibans avaient refusé à l'époque de leur livrer Oussama Ben celui Laden. qu'ils estimaient être l'architecte des attentats du 11 septembre. Oui. Tu ne penses pas qu'il y avait d'autres intentions au-delà de ça? Oui, ils ont été aussi en Irak parce qu'il y avait Non, mais- les armes de destruction massive. Il y a 20 ans, Ouais. il y a 20 ans, les États-Unis d'Amérique ils sont déjà engagés sur quel terrain? En Irak, justement. Non, l'Afghanistan avant, mon ami. Non. Les Américains sont engagés en Irak depuis quand? Depuis 91. Depuis 91. Oui. Bon, Oui, après, il y a eu l'Afghanistan. l'embargo et tout. Non, non, oui, 91 si on veut. L'Afghanistan- Mais l'invasion, elle date après 2011. Oui, 2000. Après c'est 2000, 2001, après 2001, Oui, après c'est les ça. attentats. Oui. bah, c'est ce que je dis. Non. Vous nous faites croire qu'ils étaient déjà en Irak avant les attentats des tours. Non, ils sont allés 10 ans après. Ils ont fait la guerre, la première de 91, quand Saddam a Oui. occupé Le le Koweït, mais ils ne sont pas rentrés. Ils n'ont pas envahi. Ils ont fait bon, un ils étaient où? Ils étaient au Koweït. Oui, non, mais quand ils ont renversé Saddam, ils étaient où les Américains? Ouais, Ils sont venus pour le renverser. En 2003. En- Ils y étaient. Ils ont envahi. Ah bah, on va pas réécrire quand même l'histoire. Ils étaient chez eux. Ils étaient dans la base de l'Hadid au Qatar. Ils étaient au Koweït. Ils étaient en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils surveillaient. Non, d'accord, ensuite. Après, ils traversent les frontières de l'Irak. Ah, donc ils sont en Irak. Non, on joue pas sur le mot. Ils sont rentrés en Irak. Ils n'étaient pas en Irak. Ils ont d'abord été en Afghanistan. Mais de quoi, de quoi vous parlez? On parle de la présence américaine en Afghanistan et en Irak. Oui. Ouais. Et Alors- celle de l'Irak est venue après l'Afghanistan, pas avant. Alors, pour ce qui est- À vous entendre, ils étaient déjà là, en Irak. Après, ils étaient en on va dire qu'ils Afghanistan. étaient pas très loin, pour mettre tout le monde d'accord. Non, Alors, on est d'accord. déjà, premièrement, les Américains ont une longue histoire avec l'Afghanistan. Je rappelle qu'ils ont armé, ils ont Oui. soutenu Oui. les Moudjahidines face aux Russes. J'adore aujourd'hui parce qu'à l'époque, ils étaient moudjahidines. Et après, ils sont passés djihadistes. Et la langue française est riche. Moudjahidine. Non, mais là. Non, mais- Dites ça à quelqu'un d'autre, pas à moi, Non, non. premièrement. Deuxièmement, les talibans sont arrivés beaucoup plus tard. Les talibans ne sont pas les Afghans. Il faut faire une distinction une entre. partie des Afghans. C'est une partie, effectivement. Les Pashtuns, Une majoritairement. petite partie des Pashtuns. Ouais. C'est parce que les Pashtuns, c'est Oh. très très important, c'est très grand, c'est une longue civilisation, donc c'est complètement différent. Maintenant, les Américains avaient un plan qui était effectivement une obligation morale selon eux, discutable naturellement, d'envahir, enfin de perpétuer ce qu'ils ont fait, notamment en Afghanistan, par rapport aux talibans, par rapport surtout à Ben Laden. 20 ans, moi ce que je retiens, c'est pas 20 ans, ce que je retiens, c'est tout l'argent qu'ils ont dépensé. Ouais, ouais, Ouais. des Et milliards. personne se pose la question de savoir où cet argent aujourd'hui. Oui. Et on sait pertinemment qu'ils ont mis en place un président qui avait d'ailleurs ses entrées à Paris pendant très longtemps, Karzai pour pas le nommer, qui s'est enrichi lui et les siens comme pas possible, que l'argent, on sait à peu près où est-ce qu'il est aujourd'hui, parce que ça n'est pas quelques millions, ce sont des centaines Milliards. et des C'est centaines milliards. de milliards. Ouais. Voilà. Maintenant, ce pays-là a une histoire particulière. Les Américains, comme très souvent, font une erreur fondamentale, c'est que ils ne maîtrisent pas. Faut pas oublier, c'est que les Américains n'ont pas l'histoire ni des Britanniques ni des Français. C'est un pays neuf. Donc du coup, en fait, ils font toujours une erreur, c'est que face à des pays étrangers, en fait, ils ne maîtrisent pas souvent la culture, la personnalité historique et les civilisations de ces pays-là. Donc, ils se sont clairement plantés. Clairement. Ce que moi je retiens, et ce qui est, à mon avis, le scandale, c'est d'un point de vue du renseignement. Le scandale du renseignement, il est quoi? C'est que Biden, parce que ce que les gens oublient, c'est que les accords de Doha, en fait, sont très clairs dans le retrait des Américains. C'est quelque chose qui était largement prévu. C'est pas une surprise ou quoi que ce soit. L'accord est signé depuis mars dernier. Exact. Et qui est avec Trump. Qui est public. Là où le renseignement américain, et je veux dire le renseignement à part les Pakistanais Oui. qui en vérité ont manipulé tout le monde, comme toujours dans cette affaire-là, à part eux, le renseignement s'est complètement planté. Pourquoi? Parce que ils avaient au moins jugé quelques semaines, quelques mois avant que le gouvernement puisse chuter. Et puis surtout, ils pensaient qu'il y avait un minimum
dans le gouvernement afghan, ou en tout cas dans le pouvoir afghan de l'époque, un minimum d'autorité. Or, ce que les gens oublient très souvent, ce sont les mêmes familles. Ouais. Entre eux. Bon, Farid, je suis obligé de te couper parce pardon. que j'ai un truc qui s'appelle la pub et ça marche. Je passe à 50 tapants. Ouais, des Pardon. fois, c'est pas savant même. Dans un instant, on écoutera Pierre aussi qui nous donnera son avis là-dessus. Alors, Karzai a fait ses études à Lyon, me dit Khalid, et ceci explique cela. Alors, on parlera aussi des soignants parce qu'il y a un vrai problème. Par rapport à Genève, c'est Il y a ça. un vrai problème par rapport aux soignants Marchand et est à Genève en l'obligation partie. vaccinale. Ouais, On mais en parlera mais lui, il a fait ses études dans un instant. à Ça vous Lille, dérange en pas, France. les gars? On est en pleine émission. Dans un instant, on va prendre le pouls d'un pari fou que se sont lancés trois hommes. Paris-Marseille à pied. Moi, je l'ai fait en avion, c'est 1 heure. À pied, c'est 11 jours. À tout de suite. Le LGF avec autour de cette table Madame Samia Chiki, Monsieur Pierre-Henri, Monsieur Farid Tamsamani, Monsieur Tarek Mami ici sur place avec nous pour débattre. Dans un instant, on va prendre le poumon de cette formidable aventure qui mène de Paris à Marseille à pied. Bon, Pierre-Henri, ça fait rêver. 11 jours, on sera en ligne avec Ahmed qui est l'un des marcheurs de cette belle aventure. Mais pour l'heure, Pierre, on t'a pas entendu sur l'Afghanistan, sur le retour des talibans en Afghanistan. Est-ce que ça vise à t'inquiéter ou pas, mon Pierre ? Je pense que l'Afghanistan, si c'était encore possible, rentre dans une nuit totale. Voilà, les talibans qui sont au pouvoir sont d'une nouvelle génération. C'est la génération Kalachnikov et smartphone, mais qui est d'un extrémisme total. Les dernières déclarations, par exemple, du responsable, je ne sais pas s'il faut l'appeler ministre des Sports, expliquant par exemple que les femmes étaient interdites de sport, de cricket, etc. parce que l'islam interdisait cela, ce qui est évidemment une lecture totalement aberrante, ahurissante, particulière de l'islam. Et puis, on a les premiers retours des différentes provinces d'Afghanistan où des meurtres ont été perpétrés. En règle générale, des gens qui ont servi le gouvernement, mais aussi des artistes. Voilà, non, je pense que l'Afghanistan est entré dans une profonde régression. Et puis, je fais remarquer aussi la chose suivante, c'est que le pont aérien qui a eu lieu entre le 15 août et le 31 août a permis d'évacuer plus de 100 000 personnes. Et ces 100 000 personnes représentaient l'élite du pays. C'est une régression sur une génération qui est partie. Et là, cette fois-ci, c'est véritablement l'élite qui est partie. Parce que beaucoup d'Afghans qui sont arrivés en Europe étaient des gens qui occupaient des fonctions d'ouvriers, d'agriculteurs, parfois et souvent analphabètes. Voilà. Là, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'il faut craindre un problème migratoire justement avec ce... Non, je ne crois pas parce que pour la raison suivante, c'est que comme dans tous les conflits, les catastrophes naturelles, les gens vont d'abord dans les pays limitrophes. Et donc les mouvements migratoires se passeront d'abord au Pakistan, en Iran, comme ils se sont toujours passés. Depuis 20 ans. D'ailleurs, en Iran, évidemment, c'est le premier pays qui reçoit des réfugiés afghans, le Pakistan, le Tadjikistan, voilà. Et je rappelle que de toute façon, par exemple, la Turquie a érigé un mur pour empêcher la migration et les migrants venant d'Afghanistan. La Grèce fait la même chose. Et dernier mot, le nombre d'Afghans qui sont arrivés en France en 2018 et 2019 et en Europe était extrêmement réduit. C'est 60 000 en 2018 dans toute l'Europe, 10 000 en France. Et donc, voilà, le risque migratoire, c'est simplement un mot de plus pour faire peur dans le débat politique français. Bon, alors, on va tout de suite, si vous voulez bien, quitter l'Afghanistan pour aller
dans une belle aventure finalement. C'est parti de l'idée. Je on va reviendrai nous sur expliquer. l'Afghanistan avec 3 expressions, mais Quoi priorité à Ahmed. Allez-y. Ahmed, qui effectivement avec 2 autres amis ont décidé de faire cette Boxeur. course incroyable du Stade de France au Stade Vélodrome. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Salut tout Bonsoir. le monde. Alors comment est née cette idée cette idée folle, Ahmed? Cette idée, elle est née d'un échange, une discussion avec mes 2 amis. À ma droite, Ibrahim Kamara. Bonjour. Bonjour à vous. Et à ma gauche, Ilyes Bouzoumita. Bonjour. Donc là, on est en pleine course, donc on s'est arrêté pour pouvoir échanger avec vous. Ouais. Donc en fait, on est tous les 3 boxeurs. Ça fait des années qu'on se connaît et Ilyes, c'est un challenger par excellence. Il passe son temps à se donner des défis et on s'est proposé tous ensemble ce défi-là, ce défi fou. D'accord. De traverser la France en courant. Alors vous êtes parti quand exactement du Stade de France? Alors on est parti du Stade de France le 3 septembre. Donc le septembre c'est le mois numéro 9. En fait c'est le 93 à l'envers et on a prévu de rejoindre le Stade Vélodrome le 13. Est-ce qu'il y a un match d'ailleurs ce jour-là au Stade Vélodrome? Je pense qu'il y aura un super match, à savoir, je sais pas si je peux appeler ça un match, je parle de notre arrivée en tout cas. Ouais, effectivement. Alors vous êtes où là exactement, Ahmed? Vous en êtes où dans votre parcours? Alors là on est à Tournon, Ilyes, où est-ce que c'est exactement? C'est à 231 km du Stade Vélodrome. Waouh, voilà. Vous êtes presque arrivé là. Je pense que les derniers kilomètres sont les plus difficiles. Ah oui, alors c'est à raison de combien de kilomètres par jour? Donc on est entre 70 et 80 km par jour. Ah et ouais. donc on court, c'est vraiment pas de la vous marche. Courez, c'est pas de la marche, c'est de la course. C'est vraiment de la course à pied. Est-ce que vous avez rencontré des gens formidables, vu des paysages formidables? Alors des paysages formidables, les vallées de la Bourgogne-Franche-Comté. Ah ouais. C'est pas la Bourgogne pour la vie. Ouais, c'est intéressant aussi cette France-là parce que on a rencontré aussi des personnes âgées qui sont toutes seules dans des coins perdus. Là aujourd'hui, on vient à l'instant à Tournon de demander un verre d'eau à un restaurateur. Donc il nous a vus en train de courir, il nous a confié, il nous a donné chacun une bouteille chacun. Tout à l'heure, on a rencontré, comme Ilyes, il est très célèbre, hein, Ilyes the Challenger sur Instagram. Il a été reconnu par, il a traversé la Tunisie à pied en courant. Ah ouais. Et il a été reconnu par un habitant de Zarzis. Et ce même habitant nous a tenu à nous apporter à manger et nous a accueillis dans son salon de coiffure. Il nous a même fait des coiffures. Ah ouais, extraordinaire. Bah oui, il faut bien, au bout de quelques jours de course, il faut faire un petit peu le propre, quoi. Comment ça se passe? Vous logez où le soir? Comment ça s'organise? Alors l'idée pour nous, c'est d'être chez l'habitant. Donc soit on est accueilli, soit on est dans des Airbnb. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des gens, de partager. On partage toutes les rencontres sur le compte qui s'appelle Défi avec un S du bas et running, et sur lequel vous allez retrouver les Instagram également d'Ilyes, The Challenger, et également Ib Kama. Et là, en fait, l'enjeu, c'est que toutes ces rencontres, on les partage véritablement. Et donc, c'est assez drôle. C'est plus qu'une course à pied. Mais c'est beaucoup plus qu'une course à pied. C'est des rencontres, des partages. Des fois, c'est extrêmement difficile pour nous. Et les gens, ils nous donnent de la force. Je sais pas, Ilyes, tu peux témoigner là-dessus? Complètement. C'est grâce à chaque personne qu'on rencontre qu'on a envie d'avancer pour rencontrer la suivante et ainsi de suite. On n'a pas envie que ça s'arrête malgré qu'on souffre tous les jours. Il y a beaucoup de sourires qui nous attendent chaque kilomètre. C'est formidable. Ça donne franchement envie, en tout cas, votre truc. Et je vous dis bravo, messieurs, pour cette très belle aventure. Pierre, qui est peut-être le plus sportif d'entre nous autour de cette table, ça te paraît... D'abord, un grand coup de chapeau pour la performance physique, parce que faire ça une journée, ça va. On a déjà du mal à s'en remettre, mais faire ça sur 10 jours d'affilée, répéter l'effort, c'est véritablement une performance physique extraordinaire. Bravo. Et j'avais juste une question à poser. Il y a un objet à cette marche? Un objectif à cette marche? Je crois qu'on va le découvrir à l'arrivée. Ah oui?
Vous pouvez rien en dire. Il n'y a pas un petit teasing Non, pour nous dire, nous faire saliver un petit peu pourquoi vous marchez comme ça. On a décidé de dédier une étape à la course. Ibrahim va vous en parler. Oui, finalement, demain, on va faire une étape pour la Fondation Abbé Pierre. Et du coup, pour que les gens puissent savoir que, avec le chemin qu'on a pu faire là en France, on a vu quand même beaucoup de personnes isolées, etc. Et puis, on a vu aussi des gens qui habitaient dans des conditions assez compliquées. Donc, on tenait à féliciter, en tout cas, à représenter la Fondation Abbé Pierre demain sur cette route-là. Ouais, mais l'objectif commun, c'est vraiment, c'est un défi en fait que vous vous êtes lancé. Exactement, c'est un défi. C'est rencontrer, parce qu'en fait, les personnes qu'on rencontre, je parlais des personnes âgées qu'on rencontrait qui sont des fermiers en fait. Hein. Et enfin voilà, on rencontre une France qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, qui est pas visible. Et le fait de les rencontrer, de voir que c'est super, les gens sont accueillants. Ils donnent de l'amour, littéralement. Ils nous donnent de la force pour qu'on continue. Est-ce que vous avez, Ahmed, avec vos amis, une autre image de la France en faisant cette expérience ? Franchement, je pense qu'on ne connaît pas le territoire. La meilleure façon de le connaître, c'est de l'arpenter. Ouais. Et là, sincèrement, la France, elle est belle. La France, elle est joyeuse. On a rencontré plutôt que des personnes positives. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ibrahim. 98% des personnes nous accueillent avec beaucoup de sourires, beaucoup d'encouragement. Parfois, nous apportent à manger, nous apportent de l'eau, nous encouragent du moins un sourire. Ça nous permet de gagner des kilomètres. Oui, bien sûr, c'est une France incarnée qu'on vit chaque jour. Ouais. Alors, vous arriverez quand au stade Vélodrome ? Rappelez-nous la date, le 13. Le 13, c'est facile, il faut se rappeler, Marseille, c'est le département 13. Ah bah oui, donc, forcément. Ouais. Donc c'est bientôt la fin, en tout cas, bravo, on se tenait à saluer en tout cas cette initiative, et vous souhaitez bon courage, et je trouve, moi, que c'est une très très bonne action, que d'aller découvrir ces magnifiques paysages français, puis d'aller découvrir les Français par vous-même, et ne pas se contenter de ce que l'on en dit à la télévision. On est bien loin de l'image des Français finalement, hein, quand on regarde la télé et quand on va sur place. Et j'aimerais dire une chose aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, entre autres, tous les gens qui suivent, parfois ils se greffent à la course. Et parfois, ça va donner envie à une personne d'aller courir, de se bouger. Et ça, c'est une victoire aussi. Ouais, formidable. En tout cas, merci beaucoup Ahmed et bravo à tous les trois. Et bonne arrivée du côté du stade Vélodrome, stade mythique, évidemment, du côté de Marseille. Merci beaucoup, vous serez bien accueillis là-bas, sans nul doute. Merci beaucoup Ahmed et bon courage les gars. Merci. Salut à tous et bon courage pour la fin de votre course. On prendra peut-être de vos nouvelles à votre arrivée au stade Vélodrome, évidemment, endroit mythique à Montpierre. Alors, il faut qu'on parle de cette information qui est un peu passée. Un mot sur l'Afghanistan ? Ouais, rapidement, monsieur Mami, parce que là, on fait du hors-sujet. La première, c'est que quand les Afghans se battent contre les Soviétiques, c'est des moudjahidines, mot valorisant en langue arabe. Et quand ils se battent contre les Américains, c'est des djihadistes, mot dévalorisant. La deuxième chose qui m'interpelle, moi, intellectuellement, c'est que tous les courants de pensée idéologiques depuis le début du temps, j'allais dire, prennent un isme à la fin. Sauf Taliban. Je n'ai jamais vu un talibanisme expliquer ce que c'est que le talibanisme. Alors, pourquoi ? Donc, il y a des choses qui m'interpellent, moi, sur le plan intellectuel, qui me font grimper un peu au ciel. Abdul Wahab d'Arabie, c'est wahhabisme. Islam, c'est islamisme tous les jours. Mais taliban, ça reste taliban dans toutes les langues, d'ailleurs. En arabe, en français, en anglais. Je vais travailler sur cette question pour comprendre c'est quoi le talibanisme. Eh bien, on va tâcher de prendre acte et de suivre cette info de près. Une information qui est un peu passée, disais-je, inaperçue. Vous le savez que les soignants sont soumis à la vaccination obligatoire à partir du 15 septembre prochain. Sinon quoi, ils ne pourront plus travailler et exercer dans leur domaine. Sachez, et c'est pas moi qui le dis, rapporté par France Info et par le ministère de la Santé, 300 000 soignants, je parle bien de 300 000 soignants, n'auraient toujours pas reçu la moindre dose, la moindre injection, selon donc le ministère de la Santé. Le nombre de premières injections est en baisse, d'ailleurs en France, vous le savez. Après le discours de Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, il était monté jusqu'à 400 000 injections par jour, quotidiennes. Et là, fin juillet, ça c'était fin juillet, et aujourd'hui on est plus autour de 89 000 doses quotidiennes. Fin de stock de personnes. Résultat, 49 millions
de personnes auraient reçu jusqu'à ce jour une première dose de vaccin, alors que le gouvernement avait tablé pour fin août à 50 millions. Bon, on n'est pas très loin non plus, mais bon. Ceci étant, quand même, c'est un problème quand même majeur. On sait tous autour de cette table qu'il y a un réel problème de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans tous les services de santé dans ce pays. Là, il va falloir parer quand même à 300 000 personnes en moins. Ouais. Ce qui veut dire, et c'est encore pas moi qui le dis, dans certaines régions françaises, on va être obligé de fermer des EHPAD. Est-ce qu'on peut peut-être arrêter l'absurdistan à un moment ou un autre, Pierre-Henri ? Je peux poser une question ? Je vois... 300 000. Non, mais 300 000 sur combien ? Oui. Parce que c'est toujours bien de dire il y a 300 000 qui ne sont pas vaccinés. Bon, sur combien ? Premier élément, de qui parlons-nous ? Des soignants. Oui, alors, le personnel qui n'est pas directement soignant. On parle des infirmières, des aides-soignantes, on parle des... Non, on parle d'aides-soignants, on parle des ambulanciers, on parle éventuellement de la logistique, etc. Oui. Ça représente 780 000 personnes à peu près dans le personnel, dans ce type de personnel. Il y a aujourd'hui, possiblement 300 000 personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc 50% en gros. Oui, un peu moins de 50%. C'est énorme, Pierre. Moi, je considère que lorsque l'on rentre dans une fonction hospitalière, on a une responsabilité éthique à l'égard des malades, et il me semble totalement normal qu'il y ait une obligation on n'en est pas à ce stade, Pierre, de vaccination. Non mais d'accord. Voilà, donc moi qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans la nécessité de protéger les autres et de se protéger soi-même. L'accès au vaccin en France est gratuit. Aujourd'hui, plus de 80% de la population est vaccinée, c'est très bien. Voilà, j'avoue qu'au bout d'un moment, non mais comment on fait, Pierre, je n'ai plus du tout envie de commenter à foison cette attitude de retrait de la société et du vivre ensemble. Ma foi, si ce personnel soignant ne veut pas se faire vacciner, il en subira les conséquences. Bien au-delà, Pierre, mais arrêtez. Au bout d'un moment, je veux dire, ton discours, on l'a entendu maintes et maintes fois. On n'en est plus à ce stade. On est dans un constat. 300 000 personnes, tu sais que dans les systèmes de santé en France... Mais je ne vois pas ce que tu veux essayer de me faire dire. Est-ce que je veux essayer de te faire dire, c'est comment on fait pour se passer de 300 000 soignants ? D'abord, on verra au moment où ça se posera autour de l'obligation. Oui, mais bien entendu, mais tout ça se gère de la même manière. Mais de la même manière que le président de la République, depuis 40 ans, le président de la République a eu totalement raison d'appeler à la vaccination et d'imposer le pass sanitaire. Ça a très bien marché. Près de 14 millions de personnes se sont fait vacciner, et nous sommes un des pays qui a le plus fort pays à imposer le pass sanitaire. Oui, eh bien, tant mieux, parce que ça nous a évité notamment la 4e vague avec un reconfinement total, on nous a dit avec toutes les conséquences sur le plan économique et financier. Donc moi, je me félicite véritablement de la décision et de la gestion qui a été celle du gouvernement dans les derniers mois. Voilà, je crois que j'ai plus rien à ajouter sur ce sujet. Nous en avons déjà beaucoup trop débattu, et je pense que l'on donne beaucoup trop de place à ces récalcitrants qui profitent du système global et commun auquel je contribue et tu contribues. Oui, mais tu n'as pas répondu à la question de base. Alors, on précise que c'est macro-compatible numéro 2 de la journée. Samia Chiki, comment on fait pour se passer de 300 000 personnes dans le système de santé quand on sait que dans beaucoup de services en France, on a un manque cruel de personnel, on est obligé de fermer des lits parce qu'il n'y a plus assez de personnel, on va être obligé de fermer des EHPAD. Est-ce que là, on n'est pas arrivé au bout d'un système finalement ? Encore une fois, ce seront les patients qui seront les victimes collatérales de tout cela. Moi, j'ai discuté avec certains soignants qui n'ont pas encore été vaccinés, qui sont certes récalcitrants, qui ont leur opinion, un argumentaire qui peut se tenir, que l'on peut comprendre.
Moi, ce que je regrette dans tout ce débat, en fait, c'est qu'on tend à les criminaliser, alors qu'ils ont été les premiers à être au front. Qu'ils le sont encore. Des soignants, on les a applaudis, non, Pierre, arrête, on les applaudissait tous les soirs. Moi, je continue à applaudir les soignants. Mais ils ne veulent pas être applaudis. Mais ce n'est pas vrai, ils ne veulent pas. La plupart des soignants. Ils ne veulent pas, non, absolument pas. Du personnel, c'est faux. C'est faux. Ceux qui ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui, ce sont des gens qui occupent des fonctions, certes importantes, mais marginales dans le système de soins. Non, mais vous parlez d'applaudissements. Je vous dis non. Les soignants, la majorité disent non, on ne veut pas être applaudis. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des mesures qui soient prises. Ce qu'on veut, ce sont des moyens qui soient mis à disposition des hôpitaux. Ça, on en a débattu sur cette antenne à maintes reprises également. Donc non, je pense qu'il faut être également à l'écoute de ces 300 000 soignants. On ne parle pas d'une dizaine de milliers. Non, c'est 300 000, c'est énorme. C'est énorme. Il faut être à leur écoute et trouver tout de même des solutions. Les EHPAD qui vont fermer. Oui. Voilà. Donc on en est là, je veux dire. Et là, encore une fois, on répond pas aux questions en disant oui, il faut se faire vacciner, ça c'est une chose. Oui, je suis pour la vaccination. On n'en est plus là. On est dans un constat aujourd'hui où on va se passer de 300 000 soignants la semaine prochaine. Et il faut savoir que certains sont juste dans le doute. Tout simplement. Oui, alors Farid Tabsamani. C'est pas 300 000 soignants, Christophe. C'est 300 000. C'est 300 000 personnels qui travaillent dans le secteur de la santé. C'est pas pareil. Par exemple, en France, on a combien de médecins en France, Christophe? Je sais pas. Mais la plupart des médecins sont vaccinés par contre. Mais c'est pas la plupart. C'est tous. Quasiment tous. Oui, tous. Bien sûr. C'est quasiment tous. Et c'est ça. Le personnel soignant n'est pas représenté que par les médecins. Pardon, il y a des infirmiers. Ils sont minoritaires, les médecins. Il y a des brancardiers. Il y a des ambulanciers. Il y a tous ceux qui travaillent dans le secteur de santé. Tu as complètement raison. Et la majorité des infirmières, par exemple, et des infirmiers sont vaccinés. Les 300 000 qui sont les aides-soignants, par exemple. Comment? Chez les aides-soignantes, il y a un peu plus de tu as raison. résistance. C'est vrai. Mais c'est triste, ce que je veux dire. Mais c'est une question purement d'éducation. C'est une question intellectuelle là-dessus. C'est malheureux d'en arriver là. Les territoires les plus pauvres, ce sont ceux qui sont les plus récalcitrants à la vaccination. Pourquoi Tu veux la vérité? Dire qu'ils sont pauvres intellectuellement? Ça veut dire que quand t'habites... C'est ce que je voulais pas dire. Mais c'est la vérité. Non, Farid. Ça veut dire que quand on habite un quartier populaire, on est pauvre, non seulement par son statut social, mais on est aussi pauvre intellectuellement, c'est ça? Je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit, mais... Tu as remarqué que je l'ai pas dit. Oui, non, j'ai beaucoup tu l'as laissé entendre. Non, il faut dire la vérité. L'immense majorité des gens aujourd'hui qui sont récalcitrants, c'est pourquoi le sont-ils? Parce que ils sont, et ils ont raison au moins d'avoir cette réflexion-là, ils sont en peur d'un certain nombre de conséquences de cette vaccination. Ouais. Les messages, allez, on va dire, sans parler de complotisme, mais les messages de celles et ceux qui sont pas d'accord sur la vaccination, c'est qu'ils véhiculent un certain nombre d'idées que il y aurait des risques, etc. Là où moi je trouve ça très hypocrite, c'est que je suis assez halluciné d'entendre certains, les mêmes qui emmènent leurs enfants à l'école. Je rappelle que les enfants ont 11 vaccins pour être scolarisés en France, que ces gens-là qui sont récalcitrants, et ils ont le droit d'être récalcitrants, ne connaissent rien à la médecine et à la vaccination au sens général. Je dis juste une chose, c'est que, alors là, je vais prendre ma casquette de croyant d'une certaine manière, c'est que nous avons la chance d'avoir un vaccin. J'y connais strictement rien et je pense que effectivement il y aura des conséquences à terme, dans 20 ans, dans 30 ans probablement, ça il est évident, mais à comparer, il faut comparer ce qui est comparable. Il y a des gens qui vont être sauvés grâce à ça. Eh ben moi je pense qu'il faut prioriser ça. Maintenant, pour revenir à ta question sur les 300 000 personnels qui ne le sont pas et qui ne le seront pas. Je pense que le système de santé ne va pas les virer du jour au lendemain, premièrement. Je pense que ça sera un peu plus complexe que ça. Malheureusement, même si moi je suis pour la vaccination, pas forcément favorable au pass sanitaire tel qu'il a été organisé dans notre pays, mais je suis pour la vaccination, ça c'est une évidence. Je pense qu'il faut le faire. Mais ce qui m'embête encore une fois, et ça me gêne et ça me fait mal, c'est de voir des gens qui souffrent, des gens qui souffrent et qui refusent la vaccination. Je vais faire juste une parenthèse. Cet été, nous avons, notamment dans les Antilles françaises, eu une vague catastrophique. Qui est toujours en cours. Qui est toujours en cours, naturellement. Mais qui s'explique sur le fait que les gens ne veulent pas se faire vacciner dans les Antilles. Parce que l'histoire, notamment dans ces zones-là, en fait, par rapport à un certain nombre de médicaments, etc., a fait en sorte que les gens ont eu des conséquences très néfastes dernièrement. Mais, objectivement parlant, quelle est la réponse qu'on leur a donnée ?
moi, c'est ça qui m'embête. Et là, du coup, je vais faire mon antimacronisme, pas naturel, mais en tout cas primaire. C'est, en fait, on essaie. Instinctif. Non, pas instinctif, parce que sur beaucoup de choses. Il faut le laisser sur primaire. Exactement. Macronisme primaire. Non, je le C'est suis pas, l'actualité justement. des primaires en ce moment. Non, mais Je le suis pas. Je le suis pas, justement. Je veux pas apparaître comme un antimacronisme primaire, justement. Il faut faire un effort. Exactement. Bon. Mais, objectivement, quelle est la réponse qu'on a donnée à ces gens-là? C'est, d'une certaine manière, une certaine fracture qu'on apporte à cette population-là. Je me mets à sa place. Je me mets à la place des gouvernants d'un point de vue général parce qu'on gère un pays. Oui. Mais, objectivement parlant, est-ce qu'on a fait œuvre de pédagogie, par exemple? Bien sûr que non. Moi, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus d'efforts en la matière. Et moi, je le fais avec des gens qui sont très récalcitrants à ma petite échelle. Encore une fois, pour celles et ceux en tout cas qui croient, nous avons la chance d'avoir un vaccin. Probablement qu'il n'est pas le plus efficace du monde ou quoi que ce soit. En tout cas, il est là. Et je rappelle, je connais pas je crois que sur la planète. Stop, pub. On se retrouve dans un instant. Je suis très long, je fais beaucoup de tunnels, c'est pour ça. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Samia Chiki, Farid Tabsamani et Monsieur Pierre-Henri. On parle des soignants et de ces 300 000 récalcitrants, 300 000 qui refusent jusqu'alors de se faire vacciner, puisque c'est un chiffre qui émane du ministère de la Santé, hein, donc c'est pas un chiffre qu'on a été chercher n'importe où, ni sur Twitter. C'est le ministère de la Santé rapporté par France Info dans son JT de 20h de mercredi, exactement. Quelle précision. 300 000, ah oui, mais il faut être précis aujourd'hui, et plus que jamais, n'ont pas reçu effectivement la moindre injection. Voilà, mais la question qui se pose, et moi c'est là où je m'interroge, où personne n'en parle ou presque pas, c'est que dans le système de santé en France, et on ne parle pas que des médecins, on parle des infirmiers, on parle des brancardiers, on parle des accompagnateurs, des auxiliaires, on parle de tous ces gens d'aide à la personne, etc., des infirmiers libéraux aussi. Eh bien, il y a un manque cruel de personnel. Vous le savez, peut-être moi ici à Paris, en région parisienne, mais dans les campagnes, je peux vous assurer que le désert médical, il existe bel et bien. Et que pour se faire soigner, il faut faire 30-40 km pour aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va faire? Des EHPAD qui vont fermer à cause de cette décision de rendre obligatoire la vaccination obligatoire pour les soignants. Et je pense que la question complémentaire, il y a trois choses que je veux dire très vite. La première, c'était quel est le pourcentage par rapport au personnel soignant? Pierre-Henri a répondu en gros un peu moins de 50%, ce qui est énorme. La deuxième question, c'est c'est ce que dit Pierre, je lui fais confiance. Le personnel de santé est beaucoup plus important. Oui, les 780 000 personnes en question, c'est du personnel qui n'est pas directement... Donc, et la moitié de ces gens-là ne sont pas vaccinés. Or, on a besoin de ces gens-là pour continuer à faire le travail. Ça, qui va en pâtir? La réalité, qui va en pâtir? Non, mais avant d'arriver, qui en pâtir. Donc, si ces 300 000-là se voient appliquer la décision du gouvernement de leur interdire d'exercer parce qu'ils ne sont pas vexés, là, la question de Farid... vaccinés, ils peuvent l'être, hein, éventuellement. Là, la question de Farid vient. Qui va pâtir de cette non-vaccination et donc de ce licenciement? Ce sont les patients. Voilà. La troisième question, où je rejoins Farid pour une fois, c'est que, le travail pédagogique n'a pas été fait. Moi, je vous parle de la Tunisie en 2 phrases. La Tunisie a été le pays qui a le plus donné de morts en 3 mois. On est à 24 000 morts aujourd'hui sur 12 millions. Mais la Tunisie a été le pays qui a fait le travail pédagogique le plus important. C'est pas le gouvernement qui a dit allez vous faire vacciner. Ça a été les médecins pour leurs clients et ça a été les sportifs, les chanteurs et la oui, enfin, ça a été la société civile. Et voilà, on y va. Donc, et la société civile. Oui, ça a été la société civile, mais cela étant, la couverture vaccinale de la Tunisie reste dramatiquement faible. Non, mais c'est pour rebondir sur le mot pédagogie. C'est-à-dire que quand les gens sont convaincus par des gens en qui ils ont directement confiance, ils y vont un peu mieux. Mais quand c'est des ordres qui tombent d'un président de la République, d'un ministre, il dit celui-là, on n'est même pas sûr qu'il est vacciné. Donc c'est cette question. Et la troisième et dernière, c'est que vont devenir les personnes qui ne vont pas avoir ces soignants pour les aider dans les mois qui arrivent. Encore une fois, c'est pas des soignants. Non mais dont on a besoin dans le système. On va faire appel, on va faire supporter la charge on va faire supporter la charge de travail. Tu parles des EHPAD, des hôpitaux, par les autres, c'est ça qui est malheureux. C'est qui les autres? Par les autres employés. Par les autres qui restent. Mais comment tu fais, puisqu'il y a des EHPAD qui menacent de fermer?
Mais j'y crois pas un instant. Ils fermeront pas du tout. Ils trouveront du personnel. Exactement. Est-ce que vous connaissez un peu ce qui se passe dans les hôpitaux, dans le système hospitalier en France? Oui. J'ai l'impression que vous connaissez pas vraiment, parce que il y a ce personnel qui se tape des services de 12 heures, qui se tape des services de 3 ou 4 jours d'affilée, de garde, etc., qui n'en peuvent plus. Et c'est pas d'aujourd'hui, et c'est pas sous l'ère Macron, ça fait 40 ans que ça dure, que le système hospitalier a été complètement raison. Défait. Sauf que Christophe, pour moi c'est un autre sujet. Au système de santé en France, c'est énorme. Pardonnez-moi, mais c'est énorme. Et moi, la problématique va se dire effectivement, qui va en pâtir, ce sont les patients. Ouais, Christophe, dire que c'est pas énorme, bien sûr que tu as raison, c'est important ce chiffre-là, mais le système, malheureusement, en tout cas, va continuer à survivre. On va faire supporter la charge de travail sur les autres. Je te rappelle ça tiendra pas longtemps, ça. Je te rappelle que les gens qui travaillent dans ce secteur-là, la plupart d'entre eux, ce sont des gens dévoués. Ce sont des gens qui le font non pas pour l'argent ou non pas. Exactement, la plupart. Alors, c'est extrêmement difficile. Là où tu as complètement raison, Christophe, et là où moi je trouve ça choquant d'ailleurs, c'est que effectivement la politique comptable de la santé en France depuis 30 ans, si vous voulez, 40 ans, je sais pas, est une catastrophe. D'ailleurs, on le paye très cash. Ah oui, évidemment. Et là où je suis encore plus choqué, c'est que entre la première vague de Covid et aujourd'hui, on n'a pas, même si on est dans l'urgence, donc encore une fois, quand on gère un pays à ce stade-là, c'est un peu délicat, mais clairement, je ne sens pas une dynamique, en tout cas, pour résoudre, ou en tout cas pour reprendre positivement tous ces manques-là. Tu parles de l'hôpital, etc. Quand on est, t'as dit notamment dans les hôpitaux, en province. Oui, en province. En province, il y a un certain nombre de spécialités, par exemple, qui n'existent plus en province. Exact. Et non, mais pire que ça, pareil. Il y a des gens qui n'ont plus de médecin traitant. Oui, mais je peux te le dire. Par exemple, je suis issu de Montargis. Mes parents, par exemple, n'ont plus de médecins traitants parce qu'il y en a plus, ou alors les peu qui restent ne prennent plus de patients. Juste pour terminer sur l'histoire de la vaccination, pour moi, c'est un problème de riches, entre guillemets. Pardonnez-moi cette expression-là. On peut se permettre d'être récalcitrant en France. Moi, je peux te dire, j'ai été au Maroc en juillet. Les gens sont vaccinés, et les gens se posent même pas la question. Ils ne se posent même pas la question. Ah, il y a un vaccin. Ah, on est un pays pauvre. Et en plus de ça, on a réussi à avoir un vaccin. Allons-y tout de suite. Et là, en France, en fait, même si je respecte encore profondément les gens qui ne le souhaitent pas pour des raisons, la difficulté, c'est que à ce stade-là, les chiffres, elles parlent d'elles-mêmes, Christophe. T'as dit combien tout à l'heure de vaccinés en France ? On était à 49 millions ayant reçu une première dose. Sur un peuple de 67 millions. Mais franchement... Et comme l'a dit tout à l'heure Pierre-Henri, franchement, quels sont les territoires qui sont le plus récalcitrants ? Vous pensez vraiment que les gens du par exemple, centre de Paris... Je vous donne un chiffre, 30% de gens vaccinés dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, ça veut tout dire. Oui. Ça veut tout dire, dans malheureusement. 93, j'ai pas le chiffre exact, il est très faible aussi. Et moi, c'est ça qui fait mal, et c'est ça qui est choquant à mon avis. Il faut continuer à aller vers ces quartiers pour proposer de la vaccination. Voilà, il faut que les dispositifs continuent à être opérationnels. Je peux donner une conséquence. Et juste un mot, moi je crois que le seul combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est la levée des brevets pour faire en sorte que l'accès au vaccin puisse être permise, facile, dans un certain nombre de pays. Où, par exemple, tiens, la Guinée, je vais prendre la Guinée, taux de vaccination, moins de 2% en Guinée. Mais c'est là le véritable scandale. Et si on veut mener un combat aujourd'hui international, eh bien c'est celui-là qu'il faut mener, pas ce combat de riches. Exactement. Christophe, tu sais qu'aux États-Unis, Biden cette nuit a décidé d'obliger l'ensemble des personnels des administrations à être vaccinés de manière unilatérale. Juste une dernière chose, il y a une conséquence de cette non-vaccination dans un certain nombre de territoires qui est très, très claire pour, notamment dans l'enseignement professionnel. C'est tous les élèves qui font des formations soit en alternance, soit de manière professionnelle, en fait, se voient refuser
se voient refuser les entreprises qui n'accueillent que des personnes vaccinées. Et comme ces territoires-là, en fait, tu as donné le chiffre, qui est de 30% dans les quartiers nord, mais qui est à peu près l'équivalent dans d'autres quartiers populaires de France, se voient refuser des stages, se voient refuser de l'alternance. Alors, ils avaient déjà des difficultés par ailleurs, et là, on rajoute des choses. Alors, on va écouter Jamel juste avant d'accueillir notre invité. Jamel, bonsoir. Ouais, bonsoir à toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Oui, ils vont bien, t'inquiète pas, ils vont tous bien. Ouais, j'entends depuis tout à l'heure. J'ai eu le plaisir de pouvoir vous suivre un peu plus longtemps que d'habitude, donc ça me fait plaisir. Et moi, j'ai sauté sur le téléphone quand je t'ai entendu dire Absurdistan, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme tu sais, j'ai rejoint les rangs de Pôle emploi, et quand on parle des soignants, donc là, je vais le dire clairement, la crise qu'on connaît et qu'on a connue, parce qu'on évolue, c'est quand même une crise qui a montré les limites du système de santé français, qui n'est pas le pire au monde, loin de là, mais qui a subi les différentes politiques au fur et à mesure. Avec moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai même plus envie d'être soignant, j'ai plus envie d'être infirmière, parce que voilà, l'avenir. Alors aider les gens, c'est une vocation, mais on n'est même pas traité, on ne demande pas un traitement de faveur, mais un traitement normal. Et voilà, ça fait peur. Il y a eu beaucoup de démissions, c'est vrai. Voilà. Et l'absurde, c'est une partie les politiques qu'on a eues, de l'autre, des politiques qu'on a. Moi, à Pôle emploi, j'ai dû dire à des demandeurs et des demandeuses d'emploi, désolé, votre formation, parce que tu sais que lorsque tu es auxiliaire de vie, pour être aide-soignant, tu ne passes pas une formation complète. Tu passes des modules, ceux qui te manquent. Parce que tu as déjà une partie de ta formation initiale qui prend ça. Ouais. Et ben nous on les refuse parce que c'est de l'argent qu'on sort en plus et on nous a dit niet, on peut pas. Et c'est des métiers qui sont ce qu'on en dit en pension, donc on en a besoin et on va en avoir besoin pour les renouvellements de personnel, ceux qui partent en retraite, ceux qui partent parce qu'ils en ont marre et on les refuse. Donc on est absurde. Et là vous l'avez évoqué aussi, c'est le refus d'une certaine catégorie de personnes notamment, qui refusent d'aller se faire vacciner alors que c'est bidon d'avoir un rendez-vous. Moi, j'ai pris un rendez-vous sur Covid List, j'en ai eu marre d'avoir tant de propositions que ça. J'en ai pris une qui m'a facilité. Je me suis fait moderniser, comme je disais la dernière fois. Ça s'est passé en moins de 24 heures. J'ai eu ma première dose. 3 semaines après, on m'a donné un rendez-vous. Boum, boum. Juste besoin d'aller me présenter. Et les gens ne veulent pas y aller et en plus, c'est des pseudo-arguments. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est des pseudo-arguments. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. On se croit dans Matrix avec la pilule rouge et la pilule bleue, si on les écoute. Donc, au bout d'un moment, il faut revenir sur Terre et se dire que, comme je crois que c'est mon cher monsieur Tom Samani qui le disait tout à l'heure, peut-être que dans 30 ans, on va avoir des effets indésirables, mais comme sur d'autres traitements qu'on connaît très bien. Et en attendant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On limite les risques graves. Et merci Jamel. La communication, je terminerai là-dessus, j'aime pas trop la communication du gouvernement, mais il y a des chiffres et on peut pas discuter sur ces chiffres-là. Merci Jamel pour votre intervention. À très bientôt et j'en termine pour vous rappeler que pour la gestion de la Covid-19 et notamment pour la première vague, Agnès Buzyn est entendue aujourd'hui par la Cour de justice et il se murmure que d'autres personnes devraient la rejoindre. Peut-être Monsieur Véran, Monsieur Édouard Philippe et d'autres, Monsieur Salomon aussi, qui devraient être entendus incessamment sous peu sur la gestion de la crise. Et là, on parle bien du début de la crise, Madame Buzyn, qui pour le coup, et puis Madame Sibatendia aussi, qui devrait être aussi entendue, ne sont pas exempts de tout reproche pour le coup. Bon, on sera en tout cas peut-être emmené à en reparler parce que les conséquences de cette non-vaccination de ces 300 000 personnels liés de loin ou de près au système de santé peut avoir quand même des conséquences importantes. Est-ce que notre invité est arrivé ? Je crois que oui. Il est là, Christophe. Il est là. Je suis là, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes monsieur Rachid Zghini, alias Rakid. C'est ça. Alors, pourquoi alias Rakid d'abord ? Rakid parce que il y avait un gars dans ma rue qui prononçait les prénoms sans les H. D'accord. Et du coup, j'avais un ami qui s'appelait Ashraf, il l'appelait Akraf, et moi, c'est resté Rakid au lieu de Rachid. Alors, vous êtes illustrateur, mais aussi auteur d'un petit manuel très intéressant, antiraciste pour les enfants, mais pas que. Et alors, ça m'intéresse parce que c'est vrai qu'on dit souvent que dans les cours de récréation, dans les écoles, on entend des choses absolument hallucinantes parfois, et que le racisme, parfois, peut aussi venir de la maison par des petites réflexions qu'on peut avoir, nous parents, et qui peuvent être entendues par les enfants. Quel est vraiment l'objectif de ce manuel ? L'objectif, dans un premier temps, c'est d'avoir un outil, c'est que les parents aient un outil pour leurs enfants,
quelque chose de pas trop ringard. Parce que le souci de ce que je trouvais, bon, je vais pas me faire des amis, mais bon, le souci de ce que je trouvais en librairie, c'est que c'était toujours très Benetton. C'est-à-dire que Jean n'aime pas Mamadou parce que Mamadou est noir. Ouais. Et tout ça, c'est très trop simpliste. C'est très très simpliste. Et là, c'est d'avoir un petit manuel qui permet aux enfants d'aller un petit peu plus loin, de comprendre vraiment d'où vient. Est-ce qu'on peut avoir un exemple, par exemple, de ce qui est écrit dans le manuel qui illustre un petit peu le. Par exemple, pourquoi les Chinois sont jaunes, alors que les Chinois en vrai sont pas jaunes du tout. Et c'est d'expliquer d'où vient cette croyance. Est-ce que quelqu'un a la réponse pourquoi les Chinois sont jaunes? Ils le sont pas. Ouais, donc ils le sont pas. Bon, pourquoi cette question? Pourquoi cette question-là? Non, par contre, l'auteur nous le dira mieux que moi, mais je pense qu'effectivement, c'est assez répandu de penser que les Chinois, effectivement, peuvent être jaunes, alors que... En tout cas, quelqu'un qui est noir, ça se voit, il est noir. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je le vois au quotidien depuis 35 ans. Noir, c'est noir. Voilà. Alors, donc, pour répondre à cette question, alors comment vous avez fait pour répondre à cette question? Est-ce que... En fait, c'est historique. C'est les navigateurs, du coup, au XIIIe siècle, qui sont au XVIIIe siècle, pardon, qui ont commencé à aller voyager en Asie, et qui, du coup, découvrent tous ces nouveaux peuples. Pour eux, c'est une découverte. Et en fait, pour avoir une hiérarchisation, entre guillemets, des races sociales, ils leur ont donné une couleur. Mais alors, en fait, il y a le même panel de couleurs en Asie qu'en Europe. La question qui se pose, c'est pourquoi avoir eu l'idée de faire ce petit manuel qui, je le rappelle, est destiné aux enfants, mais pas que, et aussi, surtout aux parents, aux éditions Lapin. L'idée, c'était, comme je vous disais, d'avoir un outil et d'aborder des thématiques qu'on n'aborde pas et qui sont en fait ancrées dans notre société. Mais est-ce que c'est né peut-être d'une constatation, peut-être de réflexion que vous avez pu entendre de la part notamment des enfants? Oui, parce qu'en fait les enfants c'est des éponges. Ah oui, c'est ça. Tout ce qu'ils font, en fait ils aspirent tout ce qu'ils entendent, que ce soit à l'école, à la maison, à la télé, dans la rue, dans le bus. C'est comme ça qu'on apprend. En fait, Mais je vais vous donner un exemple très concret, d'un exemple qui est le mien. En l'occurrence, on a fait, comme tout le monde le sait, je suis privé de lumière depuis quelques années. Et donc on a fait l'expérience à un moment dans ma scolarité de mettre des enfants comme moi dans une école qu'on peut considérer comme normale, avec des enfants, d'autres enfants. Et CM1, CM2. Et on se demandait, on avait la classe à part, et puis dans la cour de récré, on était tous mélangés. Pourquoi les autres enfants ne venaient pas jouer avec nous? Et vous savez ce qu'on peut entendre? C'est nos parents nous ont dit de ne pas venir jouer avec vous parce que ça risque de s'attraper. Voilà où on en est. Je veux dire, mais encore une fois, on ne peut pas en vouloir aux enfants. Je veux dire, même si ça paraît, quand on a 10-11 ans comme moi, à l'époque, c'est très dur à entendre, c'est très compliqué à entendre. Il faut un moment pour le digérer. Mais ce sont des petites choses, et ça commence par là. C'est peut-être des choses, effectivement, comme vous l'avez dit, les enfants sont des éponges, qu'ils ont pu entendre par leurs parents, ils l'ont interprété à leur manière. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que cet outil est très intéressant. Moi, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une phrase sur les Arabes? Est-ce qu'il y a une phrase sur les Juifs? Puisque ce sont les deux stéréotypes de la société française. Beaucoup sur les Juifs jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et puis un peu moins depuis une vingtaine d'années. Et toujours aujourd'hui, pourquoi sur les Arabes? Sur les Noirs, vous avez répondu. Sur les jaunes, vous avez répondu. Et on peut toujours parler de peau rouge indien qui n'avaient pas la peau rouge. Pourquoi les Arabes? Pourquoi les Juifs? Sur les Juifs, j'ai un chapitre qui s'appelle Les Juifs sont-ils tous riches? Et en fait, c'est de savoir mais d'où vient ce stéréotype, parce que évidemment, tous les Juifs ne sont pas riches. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite d'être riches. Mais évidemment, c'est un gros stéréotype qui pousse à des choses horribles. Hein. On se souvient d'Ilan Halimi avec le gang des barbares, tout ce qui se passe avec ce stéréotype-là qu'on a en tête et qui en fait est répété de partout, même dans des blagues. En fait, c'est vraiment un stéréotype qui est très ancré dans la société depuis très très longtemps. C'est quelque chose qui date du Moyen-Âge, quand les Juifs s'occupaient de l'argent et des banques parce que les chrétiens trouvaient ça sale ou immoral de s'occuper de l'argent. Alors, sur les Arabes... Ils ne pouvaient pas faire d'autres métiers. Sur les Arabes, il y avait quoi? Il y a quoi, par exemple, sur les Arabes? Sur les Arabes, j'ai... ils sont voleurs, non? Non, pas tant que ça, finalement, d'après une étude. Non. Sur les Arabes... Pierre-Henri, ils sont tellement voleurs que la première expérience
de quelqu'un qui a voulu faire un avion. C'est au XIe siècle en Espagne et il s'appelle Ibn Farnas. Alors donc ils ont appris à voler mais ils ont changé de catégorie. Ah c'est bien, bien répondu ça. Et d'ailleurs on va voler le bouquin de notre ami. Hein. Il est déjà pris. Tu voles pas Pierre, ça va pas. Alors qu'est-ce qu'on dit sur les Arabes? Qu'est-ce qu'on dit? En fait, sur les Arabes, ce qui est intéressant, c'est que depuis 2001, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les musulmans. En fait, à partir de 2001, du 11 septembre, les Arabes sont transformés en musulmans. C'est vrai, il a raison. Parce que c'était... et aujourd'hui, on peut dire « Ah, j'aime pas les musulmans » ou « J'aime pas l'islam ». Enfin, j'aime pas l'islam, on peut le dire. Parce que j'aime pas les musulmans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui. On peut dire « J'aime pas l'islam » et on a le droit de le dire. On a le droit de le dire. C'est un délit d'opinion. Mais par contre... Et j'ai une case là-dessus. J'ai une case vide. On n'a pas le droit de dire « Je n'aime pas les musulmans ». C'est ça, on n'a pas le droit de dire « J'aime pas les musulmans ». Et du coup, moi, c'est de parler du rapport aux enfants avec l'islamophobie. Est-ce qu'on a le droit de dire « J'aime pas le judaïsme » Bah oui. Bah oui. Bien sûr. Bien sûr. On n'a pas le droit de dire j'aime pas les juifs. Ben voilà. C'est ça. Voilà. En fait, sinon c'est une discrimination à la personne. C'est exactement ça. C'est une discrimination à la personne. En France. C'est la laïcité, oui. On parle en France. Non mais oui en France. Sur les Arabes, alors qu'est-ce qu'on dit? Parce que vous avez toujours pas répondu. Non, moi sur les Arabes, j'ai un chapitre sur la différence entre maghrébins, arabes et musulmans. Oui. Voilà. Et ça, c'est un truc que les enfants en fait font souvent confondent tout en se disant que en fait si t'es arabe t'es forcément musulman et t'es forcément maghrébin, voilà, et du coup il y a tout un imbroglio qui se fait, voilà, et du coup j'ai un petit chapitre sympa là-dessus. Bon, mais vous nous confirmez que tous les arabes sont pas des voleurs donc? Je le confirme. Bon, Samia, il est intéressant ce titre parce que il s'adresse aux enfants, mais il y a le titre qui est complet, c'est pas que. Non, le titre complet, c'est même pas ça. Le titre est beaucoup plus long, il va vous lire. C'est le petit manuel antiraciste pour les enfants, mais pas que. C'est aussi pour les adultes, les tontons racistes et toutes les personnes qui souhaitent comprendre le racisme et qui veulent éviter de perpétuer des préjugés parce que c'est pas cool le racisme. C'est plus un titre, ça, c'est un chapitre. Ouais, bah attendez. Vous l'avez dédié à Zemmour ou pas encore? Non. Vous l'envoyez pas à Zemmour? Eh bien, nous allons parler de votre livre sur notre site France Fraternité. Et donc, il fait sa pêche, notre regarde. Je vous l'emprunte. Samia. Et j'ai pas parlé du site de France Maghreb 2. Voilà, en plus. France Fraternité pique les invités. Voilà, Samia Chiki, c'est toi, pour être très clair, qui nous a fait venir notre invité aujourd'hui. Et pourquoi ce petit manuel t'a séduit? Mais écoute, moi, c'est un sujet... que j'aborde avec mes enfants, mais voilà, je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce que j'ai des difficultés. Enfin voilà, je m'interroge sur le choix des mots, s'ils me posent des questions, de quelle manière est-ce que je vais répondre. Enfin voilà, ça reste un sujet qui est délicat. C'est un besoin, ce manuel? Moi, je trouve que c'est tout à fait un besoin. Justement, maintenant que j'ai ce support entre les mains, moi, j'ai fait l'expérience avec mes filles, je vais vous le dire, et j'ai pu discuter de manière beaucoup plus sereine et aborder les questions, puisque les questions, en fait, elles sont directement soulevées dans le manuel. Oui. Donc, le parent ou l'enseignant n'a même pas, en fait, à faire j'ai pas envie de dire cet effort, mais ne va pas se compliquer à la tâche à chercher les mots, parce que les questions sont vraiment bien posées. C'est un manuel qui est vraiment très pédagogique. Et on peut jouer avec, si vous voulez, même avec les enfants, en disant tiens, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis sur les Chinois, qu'est-ce que tu dis sur ceci, cela, et puis répondre avec le manuel. Complètement. En plus, il y a des touches d'humour, surtout sur toute la longueur. L'humour arrive avant la pédagogie. Complètement, parce qu'on le rappelle. Par exemple, Rakid, il est connu pour ses dessins humoristiques. D'accord. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a comme note d'humour dans le manuel? Les éditions Lapin. Alors, les éditions Lapin sont où? Les éditions Lapin, c'est une très belle maison d'édition qui est basée à Lyon et qui font que des... ils ont un humour très grinçant dans ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont adoré le projet. C'est pas Charlie, quoi. Oh, ils sont complètement Charlie. Complètement Charlie, les éditions Lapin. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ouvrage? L'ouvrage est dans toutes les bonnes librairies et il est sur le site des éditions Lapin. Les éditions Lapin, on peut le trouver sur Amazon? Oui, mais j'éviterai. Oui, d'accord, ok, pas de problème. Non, mais pas de problème. On évite toujours. Pas de problème. Il faut faire vivre les petites librairies. Exactement. Ouais, alors, même si je peux me permettre, même si il faut éviter peut-être de l'acheter sur Amazon, on n'hésitera pas à mettre un commentaire. Oui. Sur Amazon, parce que même même dans les librairies, si on veut l'avoir dans certaines librairies, en tout cas bien placé, malheureusement c'est le classement Amazon qui prime. C'est quand même incroyable cette dictature. Hein. Regardez compte, c'est de la dictature ça.
comme Facebook et comme tout le reste d'ailleurs. Donc vraiment en quoi, et c'est important, Rakit, de nous dire pourquoi il faut avoir ce manuel à la maison quand on est parent, effectivement, et que nos enfants, à un certain âge, parfois, posent beaucoup de questions, beaucoup trop. Je me rappelle à l'époque où mon fils posait des questions, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi répondre, quoi. Pourquoi? Et Justement. la réponse, il y a et pourquoi? Et pourquoi? Et à la C'est quatrième, ça. pourquoi? On ne sait plus quoi dire. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il faut vraiment pas les laisser sans réponse. Oui, bien sûr. Parce que si on les laisse sans réponse, soit ça corrobore un peu le préjugé, en mode c'est que c'est comme ça, du coup c'est que ça a dû arriver, du coup il y a quelque chose d'un peu malaisant. Et parce que c'est toujours bien de parler de racisme et de les déconstruire tout petit. Même moi, en travaillant sur ce livre, je me suis déconstruit sur des sujets. Par exemple, Par exemple, les Roms. Oui. Moi, j'avais tout ce préjugé de me dire les Roms vont pas à l'école parce que les parents les scolarisent pas. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Un enfant Rom, pour qu'il aille à l'école, c'est la croix à la bannière. En fait, il va avoir il va devoir se justifier un logement, ce qui n'est pas toujours possible. Il va devoir, à l'école, il va subir du harcèlement. Si il est expulsé de son logement, il va être déscolarisé. Et tout ça, ça prend à peu près 6 mois. Donc l'année scolaire est foutue. Voilà, c'est qu'il y a plein de choses comme ça. J'ai travaillé souvent avec des professionnels un peu du secteur. Pour les Roms, j'ai travaillé avec Anina Sioussiou, qui est présidente de École pour tous. Voilà, et qui est avocate et qui a réussi à faire changer la loi d'ailleurs sur les écoles. Il l'a fait évoluer. Ouais. Ça. En tout cas, c'est formidable. Coup de cœur, là, tout à l'heure Oui, attends, 2 minutes, hein. Pierre, 2 minutes. On rappelle donc, Rakid, merci beaucoup en tout cas d'être venu, c'est très court, mais en tout cas, le manuel, il faut vraiment l'acheter, ça peut être très instructif, très amusant aussi. Ouais. Ça coûte combien d'ailleurs? Ça coûte 12 €. Bon, ça va. Ouais, 12 €, ça va. Et il est vraiment très très beau. Il est très très beau, c'est un magnifique. Antiraciste pour les enfants, mais pas que. Le titre est très long, donc je vais m'abstenir pour le coup, mais en tout cas, vous pouvez l'acheter dans toutes les bonnes librairies aux éditions Lapin. C'est pas difficile à retenir et puis on vous le conseille et puis tu pourras revenir Rakid nous en reparler un peu plus longuement dans cette émission. Tu es le bienvenu et bravo pour cette initiative. Merci Reste beaucoup. avec nous dans un instant, les coups de gueule et coups de cœur à suivre sur France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous pour la suite et fin de cette émission. Et on est arrivé au moment des coups de gueule et des coups de cœur de cette émission. Et la petite nouveauté, mon Pierre-Henri, à laquelle tu vas te confronter pour commencer, c'est que ça ne doit pas dépasser les 1 minute. Et j'ai même le chrono qui va avec. Ça peut un peu parfois stresser, mais c'est comme ça. Voilà. Mon Pierre, coup de gueule ou coup de cœur d'abord? Coup de cœur. Coup de cœur, et bien on y va, c'est parti, top chrono. Eh bien, c'est un coup de cœur pour la primaire écolo. Parce que, oui, les écolos, on s'en est beaucoup moqué ces derniers mois. Il faut dire qu'ils y avaient mis du leur. Hein. Grégory Doucet, le maire de Lyon, avait jugé le Tour de France comme une manifestation machiste et polluante. Celui de Bordeaux parlait avec ironie du sapin mort de Noël, considérant qu'il n'avait plus rien à faire au centre des villes. Et puis, celle de Poitiers s'en prenait aux rêves d'enfants à l'aérien en supprimant des subventions à 2 aéroclubs. Et ce fut un vrai festival. Et puis, la primaire est arrivée. On pensait que les candidats allaient s'affronter. Eh bien oui, ils se sont affrontés, mais ils se sont affrontés sur le fond. Et 70 000 personnes se sont inscrites pour voter à cette primaire. Oui. C'est pas si mal, c'est encore loin des 3 millions de voix réunies par Jadot sur son nom aux européennes, mais c'est nettement plus que les moins de 5 000 adhérents à Écologie Les Verts. Cette primaire écolo a fait passer un vrai souffle de qualité et de renouveau démocratique dont notre pays a besoin. La question environnementale n'appartient à aucun parti politique, mais à la société. Et c'est une lame de fond qui ne s'arrêtera pas. Plus 15 secondes. Bon. On tolère. Et à ce titre, d'ailleurs, j'en profite qu'après avoir reçu Jean-Marc Governatori et Yannick Jadot hier, je recevrai Sandrine Rousseau lundi dans le LGF pour cette primaire qui se tiendra dans une petite semaine. Ce n'est pas elle qui a mes faveurs, mais plutôt Yannick Jadot qui ça, porte une écologie de raison, pragmatique et une écologie d'équilibre, un peu sur le modèle allemand. Bon. Juste pour dire que les primaires des écolos, c'est sur France Maghreb 2. Effectivement. Samia Chiki, coup de gueule ou coup de cœur?
Bien écoute, j'ai souvent des coups de cœur, mais aujourd'hui ce sera un coup de gueule pour moi. Eh bien, on t'écoute, c'est parti. Alors, sans affectation, ne pas avoir été affecté à un poste, à une tâche, rien de dramatique, me direz-vous. Pourtant, les sans-affectation sont les laissés pour compte depuis bien trop longtemps. Les sans-affectation, ce sont ces collégiens, ces lycéens, ces étudiants qui, en septembre et au-delà, ne savent toujours pas où et quand ils feront leur rentrée. D'un élève de 6e à l'étudiant de master, si la situation est peut-être différente, le problème rencontré et la bataille menée est la même. Accéder au droit à l'instruction, accéder au droit d'étudier. En France, fin juillet 2021, ils étaient plusieurs centaines de milliers à être sans affectation. Si pour certains il s'agit juste d'une lourdeur administrative et une simple question de temps court pour beaucoup, il s'agit de leur avoir remis en question leur avenir. Beaucoup sont des néo-bacheliers qui sont sur des listes d'attente interminables. Des refus sans recours, le rêve passe au cauchemar. Et puis, il y a toi, jeune lycéen, 16 ans révolus. Ton droit est maintenu, mais ce n'est plus une obligation, alors tu devras attendre et parfois, on risque de t'oublier, car il faut le dire, au final, on te considérera comme étant un élève décrocheur. Plus de 90 000 sans fac d'après les syndicats étudiants. Des milliers sont sans affectation pour le collège et le lycée. Rien que sur l'Académie de Paris, ils sont 264 d'après les syndicats de parents d'élèves. Alors on prend le téléphone, ça sonne, et puis rien. L'attente continue. Au même moment, leurs camarades sont déjà sur les bancs de l'apprentissage. Étudier devient-il un privilège en France ? Bon, c'est parce que tu viens pas souvent que je t'ai toléré ce dépassement. Mais en tout cas, c'est pas mal, Macha. Mais en tout cas, un sujet très intéressant. Et il fallait en parler, bien entendu, que ces élèves qui n'ont toujours pas d'affectation. Bon, Farid. Bon, moi, je vais moins développer, mais mon coup de cœur va à toutes ces associations, un peu dans la continuité de la thématique. Toutes les associations, toutes les bonnes âmes qui œuvrent pour du soutien scolaire, notamment dans les quartiers populaires, pour celles et ceux qui n'ont pas toujours la chance d'avoir à la maison un papa ou une maman, un grand frère qui peut les suivre. Voilà, ce sont très souvent des gens dévoués, issus des territoires, des quartiers populaires. Voilà, je voulais leur rendre hommage. Merci beaucoup, mon Farid. T'as fait moins qu'une minute. Tarek Mabi, pour finir. Coup de gueule ou coup de cœur ? Alors, c'est plutôt les deux à la fois, mon capitaine. Pourquoi ? Le titre va être « Comment on conditionne les cerveaux pour recevoir une information ?» Top chrono. Comment on conditionne les cerveaux pour recevoir une information. J'aurais pu parler du PJD qui a disparu de paysage politique marocain. Je préfère parler du FLN et de l'envahissement de ces locaux. Alors, vous avez une information. Des Algériens ont envahi les locaux du FLN, ancien grand parti qui a gagné en partie l'élection législative. Stop et fin. Et donc, réponse, on l'a investi parce qu'on n'est pas content. En réalité, on l'a tout simplement investi parce que son secrétaire général a demandé aux futurs candidats de verser une cotisation parce que la manne financière a disparu. Alors, vous pouvez prendre la première partie, envahissement des locaux. La deuxième partie, demande naturelle dans un parti de faire financer une campagne électorale. À vous de juger. Parfait. Je peux rajouter quelque chose ou pas ? Rapidement, parce qu'on est en retard. Vas-y. Une petite boutade. Est-ce que la théorie de l'envahissement via le Maroc a été réalisée ou pas encore ? Je lui réserverai mon billet de la semaine prochaine. Merci mon Farid Tamsamani. Merci Samia Chiki. Ne nous mets pas comme ça en amont, enfin ne nous mets pas en attente pendant si longtemps quand même, Samia, il faut que tu reviennes. Je tâcherai de revenir le plus rapidement possible. J'espère que Pierre n'a pas avec été... un invité. J'espère que Pierre n'a pas été trop désagréable avec toi, ça va. Non, ça va, écoute, tu sais pertinemment comment on est, on tient le choc, on est dans le débat et... Bon, c'est bien. Merci mon Pierre. Mais moi, toujours avec galanterie. Mais je ne comprends pas cette attaque. Il est bienveillant. Je suis bienveillant. Bah oui, mais toujours. Oui, surtout et ferme quand on... sur un certain nombre de principes. Surtout quand on parle de la vaccination, t'es très bienveillant. Oui. Merci Tarek Mabi. Parce que la vaccination, c'est la bienveillance, c'est le respect des autres. Merci à tous, bon week-end et rendez-vous lundi si vous le voulez bien dans un instant. C'est Islam Idéa ? Oui. Ah ben à tout de suite pour parler islam. Allez, ciao.